Hey, je suis bien excité aujourd'hui. On parle d'un réalisateur. En fait, l'épisode d'aujourd'hui fit moins avec le titre du podcast. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films en 35 mm qu'on va aborder dans l'œuvre de Robert Morin. Effectivement. L'avais-tu préparé, celle-là? Ah, je l'ai préparé. Ça, c'est scripté. Il y a quelqu'un qui est passé par-dessus cette blague-là. C'est approuvé par Robert. Et les avocats du podcast. Exactement. Tout le monde est d'accord avec cette intro-là. C'est peut-être un réalisateur que moins de gens connaissent. Veut pas, il est moins connu que certains réalisateurs américains, même s'il est québécois, puis c'est un de nos plus grands au Québec. C'est fou, non, mais il y a beaucoup de monde, c'est ça, même s'il a tout le temps voulu faire un cinéma comme pour le peuple, c'est beaucoup comme pas une élite, là, parce que c'est prétentieux, là, mais c'est les théoristes qui ont aimé ça, s'intéresser à son cinéma. Lui, il aurait voulu qu'il soit vu par pas mal plus de monde, mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on fait quelque chose d'important aujourd'hui, parce que il n'y a pas grand monde qui connaît ce réal-là, puis il n'y a pas grande trace de ce réal-là sur YouTube ou... C'est dur de voir ces films dans la majorité. Donc, de faire un podcast aujourd'hui qui va documenter un peu plus son parcours, je pense que le document va déjà avoir une valeur plus importante que d'en faire un sur Miyazaki, mettons. Il y en a déjà plein. Il y a déjà plein de documents sur lui, tu sais. Oui, non, t'as raison. Je l'ai vu quand je me préparais. Heureusement qu'il y a un coffret. Il y a des trucs qu'on peut louer sur Vimeo. Ça nous a sauvés. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été beaucoup de locations à bibliothèque. Puis, c'est pas sur les plateformes qu'on connaît. Il y en a quelques-uns là, sur les iTunes, mais dès qu'on parle de cinéma québécois, puis je me répéterai pas, puis j'ai l'impression que je l'ai dit avec Jean-Marc Vallée, je l'ai dit avec Pierre Falardeau. Mais étant donné qu'ils sont un peu plus difficiles d'accès, des fois, faut les louer en version physique. Même si on n'est plus habitué à ça en 2022. Ouais. Mais là, il y a un super beau coffret. Puis ça, on va le rementionner vers la fin si jamais on vous a convaincu d'aller voir son œuvre. Mais en ligne, grâce à Vimeo, on peut en voir une bonne partie. Là. Un bon 13 heures de stock. Là. Puis grâce au réseau des bibliothèques aussi à travers le Québec, la majorité de ces DVD sont trouvables gratuitement avec un compte. Sinon, vous avez toujours le vidéoclub sur Mont-Royal. Sur Mont-Royal, le Cinoche. J'aimerais ça qu'il soit un commanditaire rendu là. Peut-être. Je suis rendu un client régulier. Je ne m'attendais pas à avoir 2022. une passe dans un club vidéo. Robert Morin, à quel moment tu l'as découvert, toi, qui est arrivé dans ta vie? Moi, c'est... j'ai pas étudié en cinéma au cégep, j'étais en littérature, puis c'est des amis qui étudiaient en cinéma, qui avaient vu... quiconque meurt à douleur, je pense, et puis qui m'avait dit « Hey, faut t'écouter ça », puis j'étais allé l'écouter à la bibliothèque du cégep Lionel Groux sur les petites télés, dans le fond, parce que je pouvais pas sortir le VHS, puis tout de suite, ça a été frappant comme film. Après, je l'ai oublié pendant plusieurs années, et puis petit peu par petit peu, je l'ai redécouvert. Moi, le premier que j'ai vu, je pense, c'est Requiem pour un beau sans cœur, qui est un de ses très connus, même si c'est un de ses premiers. J'ai vu dans mes recherches qu'il est allé à Cannes avec ce film-là. Quand même surprenant. Je savais pas. Ouais, c'était pas la compétition officielle, c'était même pas la quinzaine, c'était la semaine de la critique. Il y a tellement de sous-catégories à Cannes. Et je regardais ceux qui étaient en compétition avec. Je sais même pas si c'était une compétition d'abord, mais qui étaient dans le même lot. Puis il y avait Chronos de Guillermo del Toro. OK. Et Robert Morin. Ils se retrouvaient là. Qui a gagné? Je sais pas s'il y avait un gagnant. Mais c'est pas ce film-là. J'ai pas vu de récompense d'une part. Donc, je pense que c'est lui. J'avais vu Le Nègre. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Ça va revenir. Désolé, inquiétez-vous pas. On va expliquer le contexte. Si vous savez pas, j'ai pas insulté personne. C'est le titre. C'est le titre d'un de ses films, qui est aussi assez connu dans sa filmographie. Ouais. Mais c'est quand même assez récemment. On est allé voir Le problème d'infiltration ensemble quand il est sorti au Beau Bien. Et là, à partir de là, lentement et de façon plus fréquente récemment, j'ai tout gobé de sa filmographie et je suis tombé sur le cul. Ah non, c'est un des cinéastes les plus essentiels, là, honnêtement. Là, c'est fou ce qu'il a fait. Un des plus créatifs, un des plus débrouillards, un des plus originaux, qui a créé tout le temps. C'est fou. J'ai vraiment hâte d'en parler encore plus. Oui, vraiment. Puis moi, quand j'ai vu ça, ça a été comme une révélation aussi de me dire... Ah ouais, on peut faire ça, tu sais. Ouais. On peut aller là, on peut briser les codes, parce que oui, les codes ont été brisés dans le cinéma maintes et maintes fois, mais il y a encore une nouvelle façon de faire du cinéma, d'une certaine façon. C'est un réalisateur qui a sa méthode
ou ses méthodes, tu sais. Ouais. Puis il y a sa façon, il y a son langage, on pourrait quasiment dire. Puis c'est rare qu'après 100 ans de cinéma et plus, on voit encore des réalisateurs qui changent le langage, qui l'améliorent ou qui l'adaptent à quelconque situation. On a l'impression que tout a été fait. Évidemment, on parle de trucs des années 70 à aujourd'hui. Et encore, dans son plus récent, il faisait encore des choses différemment en 2017. Fait qu'il n'arrête pas de faire quelque chose de différent. On voit la ligne conductrice, on voit le créateur derrière qui est la même personne, mais il nous apporte toujours une nouvelle couche, un nouveau concept, quelque chose de structurel généralement qui est hors du commun. C'est vraiment impressionnant. Oui, exact. Puis je pense que ça a le rapport à fait, tu sais, si on fait une mini bio, là, quoi qu'on en sait assez peu sur lui, là, mais il vient de la peinture à base. Son but, c'était pas de faire du cinéma, donc il était dans la peinture. Il a toujours continué à faire de la peinture. Il serait apparemment devenu caméraman pour gagner sa vie. Puis, il serait tombé en amour avec la bébite du cinéma, mais le mot à retenir pour Robert Morin, c'est le mot vidéo. Tu sais, c'est vraiment l'esthétique vidéo, c'est-à-dire justement, surtout on s'entend là, des années 70, là, c'est pas les mêmes ressources puis les mêmes outils qu'il y avait aujourd'hui. Donc, filmer avec du matériel cheap en se disant, je vais filmer pas de n'importe quoi, mais presque, et après ça, par le montage, par une narration, un voice-over, je vais le transformer en bébite et ça l'a donné des bébites absolument incroyables. Oui, la vidéo commençait à l'époque aussi. Tu sais, on parle vraiment de la VHS là, qui allait direct dans la cam. Là. Tu sais, ce genre-là, là, je m'y connais pas vraiment. Les Bolex. Les Bolex, ça filme. Ah oui, c'est okay, avec un truc rotatif. Il y avait un peu des deux. Donc, les moyens du bord, il va souvent dire ça pour faire des vues. Ouais. Hein? Et Robert Morin fait des vues. Fait des vues, en esti. Et donc, voilà, faire du film de pauvre, c'est une citation, ben, plus ou moins, là, je l'adapte, là, mais il disait, on va faire du cinéma de pauvre parce que c'est se faire financer, c'est difficile au Québec, et ça l'est encore. On voit que ça n'a pas changé, les institutions et tout, même s'il y a eu du financement au cours de sa carrière, mais pas toujours par Téléfilm ou la SODEC. Ça peut être par le Conseil des arts ou des fois pas pantoute. Et de là aussi la création de la coop vidéo qui est arrivée, qui est assez importante, que je ne connaissais pas l'existence. 77, je pense que je m'étais noté. 77, donc un regroupement de cinéastes, d'amateurs de la vidéo, qui se sont réunis pour se donner les moyens en achetant du stock pour faire leur propre film, les promouvoir, puis s'entraider là-dedans. Il y a quelque chose de très communautaire, on joue dans les films des autres, ou du moins on fait la technique pour les autres, ce qui est super beau à voir. Il y a certains réalisateurs, puis même que ça existe encore, la coop vidéo, et le plus récent film de la coop, du moins qui est listé, c'est La déesse des mouches à feu. Ouais. C'est quand même surprenant. Anaïs Barbeau-Lavalette qui en fait partie. Il y a Raphaël Ouellette. Il y en a certains un peu connus. Bernard Raymond. Mais celui qu'on reconnaît le plus, je pense, c'est Robert Morin, qui a été une figure de proue là, de cette coop vidéo-là. Mais c'est intéressant cette idée-là du cinéma de pauvre, parce que le cinéma, c'est peut-être l'art de riche par excellence. Tu sais, quand tu penses que faire un film, c'est des millions, tu sais, puis on dit, celui-là, j'ai juste eu 3 millions pour le faire. 3 millions. Tu sais, pense-y là, quand même, là, c'est complètement fou. Là. Oh, oui. Mais l'idée aussi que, bon, il n'y avait pas le choix, il était contraint de faire un cinéma de pauvre, entre guillemets, mais il tombait en amour avec le vidéo, puis ce côté, le grain de vidéo, le côté fabriqué, artisanal, le flicker, tu sais, qui trouvait qu'il rajoutait de l'authenticité à travers tout ça. Puis on l'a même entendu dire plusieurs fois que quand il était plus jeune, il disait, m'intéresse pas en tout de faire du 35 mm. Là. Tu sais, il en a fait finalement. Il en a fait, mais au début, il disait, mon truc, c'est le vidéo. Oui, mais c'est plus malléable. Tu peux faire un autre type de cinéma. Puis lui, étant donné qu'il s'intéresse beaucoup à la réalité, ça te rapproche de la réalité aussi. T'sais. Je pense que le 35 mm est venu, en fait, avec Requiem pour un beau sans cœur. C'est la première fois qu'il l'a utilisé et c'est un film de fiction. C'était pas nécessairement son premier, mais là, c'était quand même assez marqué là, que c'était vraiment de la fiction avec des acteurs professionnels en majorité. Fait que il est allé avec le 35 mm, mais avant, soit les courts-métrages ou ses deux premiers étaient en vidéo en majorité parce qu'il filmait souvent des non-acteurs, il filmait la réalité. Et là, je pense qu'on peut parler du fait qu'il n'y a pas de documentaire, selon Robert Morin, dans sa filmographie, ce qui paraît... en tout cas, qui m'a fait sourciller au début, ne le connaissant pas très bien dans cette période-là. Là, les années 80, je les connaissais pas tant. J'étais comme, ben non, c'est sûr qu'il en a fait. Regarde ça, ça fait 2 minutes, c'est commencé, c'est clairement un documentaire.
Non, il y a une mise en scène, il y a un souci d'un récit derrière tout ça, même si c'est des gens ordinaires qui sont filmés. Là. Ben, tu sais, je pense que il avait dit lui-même, ça avait commencé avec un court-métrage qui était Gus est encore dans l'armée. Puis, tu sais, dans le fond, lui, il a parlé, il était beaucoup inspiré par le cinéma direct, tu sais, les Perrault, etc., de ce monde. Mais il disait, bon, ben, ça a déjà été fait, ça a déjà été bien fait. Comment le pousser plus loin? Puis c'est là qu'est arrivé le clash, la confrontation entre la fiction et le réel, qui va aussi être un des thèmes marquants de son cinéma. Sinon, le plus grand thème de son cinéma, tu sais. Et puis, dans Gus est encore dans l'armée, si je me trompe pas, il est allé filmer donc une base militaire avec l'ONF pour faire un documentaire. Puis avec les retailles vidéo qui restaient, il s'est dit, bon, ben je pourrais bien faire de quoi avec ça. Et là est arrivée la fiction. Puis l'anecdote que je voulais te conter par rapport à ça, c'est que quand j'ai écouté Gus est encore dans l'armée, j'ai écouté, puis c'était au début, bon, il y avait un peu de zapping, qui est un thème important dans l'univers de Morin aussi, avec des publicités sur Rejoignez l'armée. Puis après, c'était juste des images silencieuses sur l'armée, du début jusqu'à la fin, avec rien. Aucune narration, juste des images d'armée. Puis j'étais comme, c'est donc bien bizarre, pourquoi je regarde juste des images d'armée? C'est emmerdant un peu, là, je comprends pas. C'est assez inintéressant, là, des bouts collés comme ça. Jusqu'à temps qu'à la fin que je réalise que, dans le fond, c'est parce que mon écouteur était brisé, puis le film était monté, l'audio était monté en stéréo. Donc j'avais juste, théoriquement, donc la narration était dans l'oreille droite, puis les sons d'ambiance étaient dans l'oreille gauche. Puis j'avais mon oreillette droite de brisée. Oh, wow! Fait que j'écautais ça, puis j'étais comme, c'est plate. C'est 20 minutes, là. C'est 20 minutes. C'est 20 minutes. Et là, je revois ça, et là, je l'écoute avec une autre paire d'écouteurs. Et là, tout le film prenait son sens en même temps. Une deuxième lecture, là. Complètement folle, puis qui était le cas aussi, c'est-à-dire Robert Morin qui filme l'armée, mais cette fois-ci avec une narration qui est obsessive sur un soldat qui s'appelle Gus, puis il dit que en tant que soldat, il est amoureux de cet autre soldat-là, puis il osera jamais l'avouer parce que c'est pas accepté l'homosexualité là dans l'armée. Puis là, toutes les images deviennent à caractère romantique ou sexuel ou obsessif, justement. Et j'étais comme, wow, c'est tout le cinéma de Morin de dire comment redonner une nouvelle vie à ces images-là et en même temps souvent un peu monté broche à foin puis avec le son qui montait en stéréo des deux bords. Du bricolage, comme il dit. Ouais. Dom, tu peux partir les premiers clips. On va en présenter, si vous êtes en vidéo, quelques-uns à l'arrière. On va parler par-dessus. C'est sa première... C'est ses débuts. Donc, c'est... dizaines, quinzaines de courts-métrages, donc on va pas les aborder en profondeur. Évidemment, on a trop à dire. Là. On va essayer de condenser notre information, mais quand même de voir quelques images de ce qu'il a filmé. Ça va vous montrer aussi l'imperfection qui est comme... qui est voulu, ou du moins qui fait partie de son cinéma. Puis la vidéo apporte ça aussi, là, d'avoir des zooms, le focus n'est pas toujours à la bonne place, où on gosse un peu pour l'avoir, avec un montage qui semble broche à foin, mais qui l'est, mais qui ajoute énormément au film. Il y a tellement une esthétique qui a mal vieilli et qui pourrait peut-être faire mal aux yeux à certaines personnes parce qu'on n'est pas habitué de voir des images comme ça en cinéma, mais même si là c'est de la vidéo, c'est pas léché, c'est l'inverse de ça. C'est ça qu'ils voulaient pas que ce soit léché. Ben, exactement. Moi, je suggère de pas commencer par les courts-métrages, là. Je suggère de finir par les courts-métrages, là. Honnêtement, là, c'est pas hyper accessible, mais pour vous expliquer un peu, là, pour expliquer qu'est-ce qui est important dans ces courts-métrages-là, c'est l'espèce de mode, justement, faux fictif qu'il a inventé, c'est-à-dire de prendre du vrai monde, de leur dire, on va faire une vue ensemble, et puis, on va dire, OK, il va y avoir quelqu'un qui a une histoire, souvent un poqué ou un marginal là, de la société, puis il va lui dire, on va faire un court-métrage sur ta vie de fiction, mais tu vas rejouer ta propre vie. On va décider ensemble. Donc, il est conscient qu'il y a une caméra, mais il la regarde pas et il rejoue des scènes de sa propre vie. Complètement, c'est fucked up, là. Ouais. Puis, justement, fait que là, Morin, il dit que la caméra, elle agit un peu comme de l'hypnose, c'est-à-dire que les gens rentrent dans une espèce de relation symbiotique, tu sais, avec la fiction, qui se disent comment je peux moi-même me mettre en fiction, mais en exagérant les codes que j'aime et que j'estime dans le cinéma, tu sais, je vais essayer de me la jouer plus tough que je suis dans la vraie vie, ou plus dramatique, plus surjoué. Puis les non-acteurs finissent tous par se laisser prendre au jeu, puis à rentrer dans
ce feedback qu'ils ont avec eux-mêmes, ce regard sur eux-mêmes qui est complètement décalé. C'est fascinant là, dans la majorité des films. Là. Ben, il est fasciné par ces sujets aussi, puis ça devient fascinant pour nous autres aussi de voir ça. Il y a comme un côté anthropologique à la Falardeau aussi, là, avec Picsou et des affaires comme ça. Ils sont de la même génération, ils se connaissaient un peu. Il y a vraiment quelque chose de très similaire là-dedans. Puis moi aussi, dans les premiers que j'ai vus, tu sais jamais, puis encore aujourd'hui, on s'en reparlait dans le char, là, on a vu tous ces films, là. Ouais. Tu sais jamais vraiment ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Elle est où la ligne entre la réalité et la fiction? C'est tellement flou. Tu te fais prendre au jeu, même quand tu le connais, puis tu connais sa technique. Ça, c'est clairement un non-acteur, mais est-ce qu'il agit spontanément? Est-ce que c'est scripté ce qu'il dit? Est-ce que où ça s'en va? Est-ce que c'est prévu? Tu as vraiment l'impression d'assister à quelque chose de vraiment unique. C'est un côté voyeur aussi, là, mais qui fait capoter. Là. Dès que tu écoutes un film, tu sais, mettons, j'écoutais un de ces films avec ma blonde, puis ma blonde était comme, mais là, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Tu sais, il y a tout le temps ce jeu-là, c'est complètement fou. Puis dans dans un de ses courts-métrages qui s'appelle Toi, t'es-tu Lucky? Tu sais, quand on peut le donner comme exemple, c'est-à-dire, c'est une personne de petite taille qui remet sa vie en scène, donc avec ses propres défis, etc. Mais il y a quand même des propos hyper durs envers ses parents qui sont là. Avec ses parents, là, qui est là dans le film. Puis là, t'es comme, OK, mais il reste, même si eux-mêmes se mettent en fiction, c'est des discussions tough qu'ils ont ensemble. Puis là, tu te dis, OK, ben là, c'est pas un documentaire. Ils rejouent leur vie. Ils regardent pas nécessairement la caméra dans mes souvenirs. Puis justement, il arrive là, ce très beau moment-là à la fin du film aussi, où est-ce que c'est comme si son rôle devenait trop dur à porter à lui-même, puis il décroche carrément, ce qui est rare quand même dans le cinéma de Morin d'une certaine façon. En tout cas, il décroche pour vrai en disant, ben pour vrai, encore là, c'est pour vrai ou pour de faux, sais-tu? Mais en disant, hey, arrête de filmer, là, je suis plus capable, je suis le bord de brailler, puis c'est la fin du film là, tu sais, mais il y a tout le temps là, se dire comme, mon Dieu, c'est-tu vrai? C'est ça, c'est le personnage, on dirait, qui décide quand le film arrête parce qu'il est comme, OK, c'est... Dans ce cas-ci, là. Ah ouais, exact. J'en ai assez. On peut essayer de catégoriser un peu pour clarifier un peu le type de film qu'il a fait parce qu'il a lui-même dit à quelques reprises où les gens ont tenté de le faire pour éclaircir parce que autant qu'il nous amène un peu partout, autant que ça pourrait se diviser assez bien en 3 catégories. Il y a d'abord celle des films avec des non-acteurs, principalement. Beaucoup dans ses courts-métrages, c'est là. Ouais. Il en a fait un peu dans ses longs, La Réception, certains d'autres qu'on va peut-être parler. Bon, un peu comme tu as dit, je ne vais pas trop répéter, ça s'arrête là. Ensuite, il y a les petits films de fiction. Ça peut être une fiction avec Robert Morin qui est derrière la caméra et qui parle. Il va lui-même se mettre en scène, mais là, on va être dans une fiction, souvent avec des acteurs professionnels. Il y en a fait un avec Robert Gravel en 1980, ça fait longtemps, mais tu sais. Et il y a les longs films de fiction, donc les longs métrages de fiction, comme... C'est peut-être la majorité de ces longs-métrages par la suite. Mais il y a toujours un aspect qui... Morinesque, un aspect de non-acteur des fois. T'sais, il peut y avoir des non-acteurs et des acteurs qui se côtoient dans le même film. Et Robert Morin est souvent un acteur dans ses films et il n'est pas acteur en dehors de ses films. Il est un excellent acteur. C'est un très bon acteur. Il est tellement bon. Des fois, il est souvent parfait. On t'aime, Robert. Il est difficile à remplacer dans le type de rôle qu'il joue. On peut déjà aborder peut-être de plein fouet sa filmographie longue, à moins qu'on avait autre chose. Ah non, mais Le Voleur vient en faire. Le Voleur vient en faire, oui, mais en fait, je trouve que c'est son meilleur court-métrage. Là. Il y a beaucoup de monde qui s'entend aussi là-dessus. Donc, un court-métrage de fiction de quoi? De 20 minutes environ, ça? 20 minutes, puis il y a tout le temps cette idée-là qu'on n'a pas encore parlé du found footage. Hein, du faux found footage. Et puis, dans le fond... Dans ce film-là, il était chez lui, il a filmé pendant des années à travers sa fenêtre, tout simplement, juste sa rue. Et puis, il s'est dit comment je vais faire de quoi avec ça, finalement. Là, il a trouvé l'idée d'appeler une vraie ligne de déprimés anonymes, donc puis de parler à la vraie ligne de déprimés anonymes comme étant son personnage. Donc, lui incarne son personnage qui parle à une vraie personne qui est là pour l'aider pour vrai. Et là,
les deux sont mêlés à travers tout ça sur ce discours. On a parlé de son amour des poquets, des marginaux, mais son amour, entre guillemets, ou sa fascination pour l'aliénation et la santé mentale. Donc, quelqu'un chez lui qui vire fou, qui vire paranoïaque, qui est là. Et Le voleur vient en enfer, c'est excellent. C'est excellent. C'est un film qui a dû coûter rien pantoute. Du temps, là, mais c'est filmé, comme tu l'as dit, par sa fenêtre dans son voisinage avec une voix off, mais il réussit à créer un certain suspense, une transformation. Puis ça, on pourrait le nommer aussi. La transformation, il est fasciné par... Il disait en entrevue que justement, le cinéma, c'est un des seuls arts qui peut... il peut montrer cette transformation-là plus que dans la littérature. On peut la voir évoluer. Et il aime beaucoup les films de monstres, les Nosferatu, ou les films d'expressionnistes allemands, Murnau, Fritz Lang. Il a vraiment été marqué par ça. Ça lui a donné envie de faire du cinéma. Et donc, il y a toujours un peu l'idée du monstre. Pas toujours, et pas nécessairement le monstre comme le cinéma américain nous le présente. Pas nécessairement le monstre dégueulasse ou fantastique, mais juste le monstre intérieur de certaines personnes, de quelqu'un qui est un criminel ou qui est un sadique, qui vire, qui se transforme. Donc, ça, c'est toujours présent. On va sûrement en reparler, mais je voulais le mentionner parce que c'était déjà là dans ses courts-métrages et jusqu'à son plus récent, c'est peut-être la meilleure preuve. Là. Pire que le vampire ou le loup-garou, selon lui, il y a le monstre de banlieue. Ça, c'est super important. Oui. Mais je veux juste dire, on parlait de ces concepts, mais ce que je trouvais important de dire aussi par rapport à ça, c'est que dans chaque film, il va partir d'un concept ou presque. Tu sais, de se dire, OK, c'est quoi mon concept? C'est ça qui va venir déterminer mon récit autour. Puis ça, je tiens à dire, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé d'un point de vue personnel. Parce que, tu sais, quand j'étais venu la dernière fois, je leur pluguais quand même, mais tu sais, mon premier roman, Montréal Insomniaque, c'était un peu ça que je me suis dit, OK, je veux explorer plein de formes d'écriture. Donc, mettons, si je veux un chapitre qui est en théâtre, ça va être ça, puis on va voir c'est comment l'histoire va venir se greffer à ça. Si je veux un chapitre en bande dessinée, ça va être ça. C'est la structure avant tout et le récit qui vient après. Puis lui, il se dit la même chose. Il dit, si je veux faire un film qui est filmé de telle manière, c'est ça qui est le plus important. Puis après, on va greffer l'histoire à ça. Puis de penser de façon structurelle, je trouve que c'est ça qui donne un des cinémas les plus originaux. Oui, absolument, absolument. Ça nous permet vraiment d'aller ailleurs. Et on peut parler de son premier, on passera pas nécessairement aux extraits d'hommes, tu peux laisser ça comme ça parce qu'on les a pas. On va y aller un peu vite sur les deux premiers parce que son premier, c'est Tristesse en modèle réduit. Tristesse, modèle réduite. Qui est justement un film avec des vraies personnes, des non-acteurs, ce qu'il a fait principalement en court-métrage, mais là, il le fait en long-métrage, en 1h30. On suit un trisomique qui est en banlieue, qui veut de l'indépendance, qui veut prouver à ses parents qu'il est capable de vivre seul, parce qu'il se fait encore garder puis il est à l'âge adulte. Là, donc, c'est un peu son mal-être qu'on voit à travers ça, lui qui tripe sur les petits véhicules de jouets, là. Ou les véhicules en général, mais ça se répertorie beaucoup avec les jouets tout le long du film, qui est vraiment pas son meilleur, mais qui est intéressant de voir que ça tient la route sur 1h30, là, alors qu'il l'avait fait plus précédemment, souvent en version courte. Là, il le fait plus long et il mélange aussi des acteurs avec des non-acteurs. Donc, là, je ne sais pas à quel point il y a des dialogues précis parce que je pense que pour un non-acteur, tu lui donnes pas trop des lignes si tu veux que ça sorte vrai. Tu sais. Tu veux qu'il utilise ses propres mots. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Je saurais pas pour ce cas-ci, mais je sais que souvent, ils s'entendent sur des lignes directrices, puis ils vont, tu sais, je pense que même s'il aime beaucoup écrire des scénarios, d'ailleurs, il a publié ses scénarios, 3 scénarios refusés, entre autres, là, chez Somme Toute, si je me trompe pas. Mais il aime beaucoup écrire, mais il dit c'est étrange que le cinéma doive passer par un autre art avant tout, tu sais. Il y a pas ça ailleurs. Tu demanderais pas à un danseur ou à un peintre, non, mais avant de faire ton art, écris-nous un texte de 10 pages sur ta danse, sur ta peinture, tu sais. Complètement fou. Fait que quand il n'y a pas de scénario ou quand ils s'entendent sur des lignes, je pense qu'il espérait atteindre une forme de cinéma un peu plus pure à ce moment-là, là, que son crayon soit vraiment sa caméra. Là,
Je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur ce film-là. Non, pas plus. On est tellement fanboys sur plein de films qu'on va se concentrer plus sur d'autres. Celui d'après, c'est La Réception, qui est un des premiers. Un de ceux que j'ai vu là, quand j'ai commencé mon marathon Morin là, du début d'année 2022. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est bon. Je savais pas à quoi m'attendre du tout. Résumer rapidement l'histoire, c'est 10 personnes inconnues qui sont réunies sur une île, sont invitées de manière anonyme à une soirée dans une maison sur une île. Une adaptation d'Agatha Christie, là, donc avec les 10 petits nègres. Exactement. Donc, ce sont 11 personnes avec Robert Morin qui, lui, est là aussi et il est derrière la caméra. Il filme ça, donc found footage, tu sais, en quelque sorte, là, souvent, il y a souvent une mise en garde au début de ces films. Un capitaine de chalutier a trouvé dans ses filets cette cassette vidéo. Exactement. Donc, c'est comme on met la cassette et ça donne le film. Donc, ils sont réunis et on ne sait pas pourquoi ils ne se connaissent pas. Là, il n'y a personne sur les lieux et ils ne peuvent pas quitter l'île parce qu'il y a une mauvaise température. Ils se rendent compte que ils sont tous des ex-détenus. Ils ont tous commis des crimes. Ils ont purgé leur peine, certains à moitié parce qu'ils ont été libérés avec des conditions, etc. Des crimes de différentes gravités. Et il y a quelqu'un qui semble vouloir se venger parce qu'il trouve que la justice n'a pas été à la hauteur de leurs crimes. Donc, ils doivent payer. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui vont mourir. Et là, on a vraiment des vrais gens, sont des non-acteurs. J'imagine que c'est des personnes qui ont vraiment commis des crimes pour vrai. Oui, il disait que c'est des vrais prisonniers. Des vrais prisonniers qu'il a pris. Il a vraiment pris des vrais ex-prisonniers. Ouais. Puis il a fait un film avec. Exact. Puis ça se tient. Oui. Tu sais, je veux dire, puis ils sont bons. Ils sont vraiment bons, exactement. Tu sais, Tristesse en modèle réduit, c'était peut-être un peu le défaut du personnage principal, tu sais, qu'on y croit un peu moins, tu sais. Alors que là, t'es vraiment floué, là. Au début, là, tu sais pas. Parce que tu dis, si c'est des comédiens, c'est les meilleurs comédiens du monde parce qu'ils bafouillent, ils parlent tout croche, c'est pas des lignes clairement écrites. Puis, ça m'a pris du temps à catcher qu'est-ce que je regardais. Là. Encore, hein? Oui, encore aujourd'hui, je suis pas 100% sûr. Puis le fait que, tu sais, bon, c'est Morin qui est derrière la caméra. Puis ça, moi, je trouve que c'est Morin qui est devant la caméra qui parle au personnage. Puis moi, je peux pas m'empêcher de voir une analogie de Morin, le réalisateur, qui est en dialogue constant avec ses propres personnages, qui interagit à même, tu sais, il peut faire la réalisation à même sa fiction. Tu sais, s'il veut les amener ailleurs d'une certaine façon, en improvisation, il peut se le permettre. Il n'y a pas besoin de crier couper puis de faire ça plus de même. Il est là, il est dedans, il joue avec tout le monde. C'est une réalisation en temps réel, dans bien des cas, là, même si je le sais qu'il y a plus de choses qu'on pense qui sont planifiées, qui sont préparées, puis même qui sont écrites, mais ça y permet d'atteindre des petits moments de génie de même comme ça. Ah ouais, puis même de montage en temps réel, de couper la caméra, de la repartir, puis j'ai été fasciné par l'acting des non-acteurs, puis de leur vraie vie, de ce qui nous était présenté, ce gars-là, il a tué quelqu'un. Puis là, il est en train de jouer dans un film de Robert Morin. Puis de raconter qu'il a tué quelqu'un. Il raconte qu'il a tué quelqu'un. Fait qu'il raconte sa vraie histoire ou en déformant des affaires. Parce que c'est des gens qui se sont... qui ont fait de leur rédemption, puis ils sont pas dangereux nécessairement, mais en même temps, ils ont un lourd passé. Ah non, c'est écœurant. Ensuite, Requiem pour un beau sans cœur. Qui est important de le mentionner. Bon, il est allé à Cannes, c'est pas nécessairement pour ça, c'est juste que peut-être qu'il y a eu un plus grand rayonnement aussi. Gildor Roy, qui est le personnage principal. À la base, c'était-tu, tu connais plus que moi, c'était-tu son premier en 35 mm, ça? Ou... Ouais, ben ça, je l'ai lu. Là. Ouais, je pense que c'est son premier en 35 mm. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le premier en 35 mm de la coop vidéo, donc par le fait même de Robert Morin. Bon, parfait. Exactement. Donc, un film un peu plus à caméra subjective. On voit différents points de vue, ça aussi. C'est quelque chose de très important dans son cinéma. Oui, à la Rashomon, dans le même format narratif que Rashomon, la même structure d'un événement. Rashomon, le film japonais de Kurosawa. Un même événement qui est filmé de différents points de vue. Oui, et là, dans ce cas-ci, quand on voit le point de vue de X personnage, ce comédien-là ou cette comédienne-là qui joue le personnage est comme pas dans la scène, ou du moins est derrière la caméra. Il devient la caméra. Carrément. Fait qu'on la voit pas, cette personne-là, on voit tout de ses yeux, caméra subjective, du début à la fin. Et les autres personnages parlent
directement à la caméra comme s'il parlait au personnage. Donc, comme s'il parlait à nous aussi. Donc, ouais, comme s'il parlait à nous, effectivement. Puis ça crée justement, quand on n'est pas habitué à ça, ça crée une espèce d'inconfort, là, surtout dans un 35 mm comme ça, là, de dire comment il est supposé avoir la distance, tu sais, de la fiction qui est là, mais on s'adresse directement à nous, là. Étant donné que le concept des points de vue, c'est un récit qui est déconstruit aussi. Donc, on voit souvent, on voit la fin, on revient back and forth dans le récit, on découvre un peu plus. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. C'est pas mon préféré, mais c'est un film qui est très morin, qui l'a mis peut-être un peu plus sur la map, là, c'est pas grand public, mais un peu plus. Non, mais justement, avec Gildor Roy, tu sais, puis je pense, non plus, je sais pas ça a été quoi la réception, mais non, je sais pas. J'imagine que ça a été une meilleure réception que la réception. Hein? Que le film précédent. Vous nous suivez? OK, parfait. Là, Dom, tu peux mettre le prochain. On parle de Yes Sir, Madame. J'étais juste à te dire pour Requiem parce que je voulais te le garder en tant que punch là, parce qu'il y a plein de Easter eggs dans le cinéma de Morin. Un des premiers étant que il voulait idéalement que tous ces films se passent la même journée dans la diégèse. Là, okay. C'est-à-dire que tous les films font référence aux autres films d'avant. Ah, OK, ouais. Okay. On pourra se noter par la suite, là, de dire que comme si tous ces films se passaient la même journée dans les années 2000, peu importe. C'est ça. Puis à la fin de à peu près tous ces génériques, il y a la scène Marvel cachée de Robert Morin. Ah ouais? Qui est lui qui dit une ligne. Donc, okay. À peu près à presque toute la fin de ses génériques, il dit quelque chose à la dernière seconde. Juste en audio, on le voit. Juste en audio. Okay. Non, juste en audio. Puis là, à la fin de Requiem, il dit juste excusez-la. Puis je pense que c'est le premier que j'avais pogné parce que j'écoute les génériques, je regarde un peu avec qui il travaille. Des fois, je vais le son chez nous, tu sais. C'est ça. Et là, j'ai fait ah ouais, tout. Puis là, je suis retourné voir dans la majorité de ceux que j'avais accès et il y avait pas mal tout le temps une phrase qui était là. Elle fait référence à comme là, ça fait. Je sais pas, okay. Ça je connais pas la référence de ça. Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes que celle-là. Là. Ah, c'est drôle, tu m'énommeras si t'en as une coupe. Donc, Yes Sir, Madame, 1994, qu'on a vu ensemble pour la première fois. Tu l'avais pas vu Non. C'est un des derniers Morin que... Ben, c'est pas vrai. J'en ai vu d'autres dans les dernières semaines, mais ouais. Ben, en fait, c'est parce qu'ils l'ont refait. Éléphant l'a remis au goût du jour. Ben, au goût du jour, façon de parler, là, mais l'ont retravaillé. Et il y avait une présentation à la Cinémathèque. On est allé voir ça. Et ça a été vraiment... ça m'a donné envie de faire cet épisode-là. Tout à fait. Je pense que c'est mon film de Robert Morin préféré. Peut-être moi aussi. Mais c'est dur parce que ils sont tellement différents, puis il y en a qui sont poignants, il y en a qui viennent nous toucher de d'autres manières, on va en parler. Mais celui-là, qui est pour moi son chef-d'œuvre, qui est emblématique de son cinéma, parce qu'il joue sur plusieurs plans, il y a tellement de choses à dire. C'est son plus complexe puis le plus travaillé. Oui, exactement. Il l'a filmé sur plusieurs années, à peu près 20 ans, là. 20 ans, oui. Environ 20 ans. Là. Ah oui, parce que les premières images. Oui. Veux-tu expliquer le film? Oui, en fait, c'est dur à expliquer. Ça fait partie de son charme, mais en gros, donc, c'est un Acadien, je pense, qui est bilingue. Et puis, quand sa mère est morte, elle lui a légué 19 bobines en lui disant « Fais quelque chose avec ta vie ». Donc, il a filmé 19 bobines donc de son existence à travers tout ça. Donc, le film alterne entre lui qui est devant la caméra d'une certaine façon, qui nous dit je vais vous montrer les 19 bobines. Même moi, je me souviens plus qu'est-ce que c'est la 19e. On va le découvrir ensemble. Fait que déjà, il y a un bon moteur de suspense là-dessus. Et il va vraiment enlever les bobines, genre une par une. On va voir le contenu des bobines. Il va nous raconter l'histoire là-dessus en faisant un doublage qui va être hyper important par-dessus les bobines, à la fois en français et en anglais, vu que c'est un film qui va parler du bilinguisme. C'est-à-dire chaque phrase en français va par la suite être traduite en anglais, ce qui au début est assez déconcertant et irritant même à la limite, jusqu'à temps que la traduction se décale subtilement de plus en plus et que ça vienne jouer un propos important dans le film. Oui, mais c'est même drôle, en fait, au début. C'est hilarant. C'est une comédie dans la première moitié, là, peut-être même jusqu'à la fin. C'est très drôle comme film. Et le bilinguiste joue pour beaucoup. Là, même s'il punch pas nécessairement, c'est juste... Là, ça, parce qu'il est avec nous tout le long en audio. T'sais, on le voit au début, mais après ça, il est avec nous en audio. Les bobines...
n'ont pas de son. C'est important de le dire quand même pour bien comprendre. On voit des bobines de 3 minutes chacune, pas de son. Et c'est le son, c'est Robert Morin qui les écoute en même temps que nous et qui nous les raconte. Ouais. Et son parler, et puis on l'imagine, là, il s'ouvre des bières entre les bobines, il peut roter, il peut répondre au téléphone. Ouais. Il parle de façon bien ordinaire, il essaie pas de jouer un spectacle. Ouais, c'est ça. Puis il est présent, celle-là, ça parle de la mort. Êtes-vous prêt? Ce qui est hilarant, le doublage, c'est non seulement de parler à la place des personnages, mais il fait du bruitage aussi. C'est ça qui est drôle. Il bruite les bruits d'eau, du moteur, n'importe quoi. C'est ça quand on l'écoutait à Cinémathèque, justement, en salle, le monde y riait, là, puis c'est hyper comique. Ah oui, vraiment. C'est un tata de qualité, Robert Morin. Ah oui, puis exactement. Là, ensuite, il y a comme un propos qui s'installe. Il y a le double, en fait. Le personnage se dédouble. On se rend compte qu'il y a une schizophrénie dans ce personnage-là. Les deux personnages, celui anglophone, francophone, qui vont être en dualité, ils vont même vouloir s'éliminer l'un l'autre alors qu'ils sont dans la même personne. Ouais. Et au fil du temps, le ton du film change aussi. Ça devient plus autant de comédie, ça devient un peu... le rythme s'accentue, ça devient plus criard. Il y a comme une vraie panique du personnage. Et moi, j'adorais le fait que le personnage regarde ce qu'il a filmé et s'en rappelle pas. Ouais. Ça, il dit d'emblée, comme tu l'as mentionné, je me rappelle pas des dernières bobines, on va le découvrir ensemble, et il les découvre, puis il est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Je me rappelle pas de ça. Ouais, je me rappelle pas de ça. Puis là, il craint pour sa vie parce que il voit qu'il va avoir mal, il est torturé. Mais évidemment, il est maintenant blessé, mais il sait pas pourquoi il s'est blessé. Il voit pourquoi, comme s'il y avait eu un gros blackout, tu sais. Mais comme ça a été filmé sur 20 ans, c'est que les bobines sont tellement différentes. Tu sais, t'en as qui sont filmés justement dans les maritimes, t'en as qui sont à Montréal, dans des buildings, d'autres, peu importe. Il y a la vidéo, il y a du 3/4, je connais pas les termes, mais c'est différentes sources de matériel aussi. Là. À toute fin, dans un genre de camp nudiste, ou on sait pas trop, que ça donne un film qui est hyper chaotique, qui est super décousu, puis le seul fil auquel on peut s'accrocher, c'est la narration de Morin qui est là. C'est pour ça que ça donne de quoi de tellement disparate, mais au final, c'est pour ça que je dis que c'est son plus complexe. Ah, définitivement. Il se lance en politique. Il y a une critique de la politique canadienne aussi à travers ça. C'est son plus politique. Hein? Oui. Il dit souvent qu'il aime pas faire du cinéma politique, même si chacun de ses films a un peu de politique. Parce que, qu'est-ce qu'il disait? Je m'étais noté que selon lui, faut pas donner des pistes de solutions dans le cinéma. L'art peut juste pitcher du caca sur un ventilo, mais pas le ramasser. OK, cool. J'avais déjà dit ça à un moment donné. Mais ça, c'est hyper politique parce que ça parle il dit ça va faire un Christ de bon film canadien, ça. Le bilinguisme, une espèce de clivage identitaire, le bilinguisme qui rend fou, une genre de schizophrénie canadienne, à plus savoir c'est quoi notre propre identité, tu sais, à se dire, je suis franco, je suis anglo, je suis les deux. Là, les deux qui commencent à s'engueuler à travers tout ça. Et encore une fois, un lien avec la maladie mentale qui est là. Oui, c'est comme... tu sais, ce film-là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune chance d'avoir... Mettons qu'il avait été filmé de façon plus standard. Ce que tu le vis grâce à la manière, entre autres, à la manière de s'est filmé, la manière broche à foin, la manière bricolée. Ça contribue énormément au ton et à ce qui veut dire que si ça avait été filmé de façon plus standard, il n'aurait jamais atteint ça chez le spectateur, en tout cas pas chez moi. T'sais. Non. Puis c'est son film qui est le plus... C'est purement inexportable là, comme film. Là. Il faut être non pas seulement canadien, il faut être franco-canadien pour comprendre ce film-là, ou même faut être québécois pour comprendre ce film-là, vu que la traduction est tellement importante là-dedans, puis les références sont tellement précis, pointus, nichés. Je veux dire, c'est triste que ça n'ait pas un plus grand rayonnement que ça, parce que je sais que Morin, il y a eu une rétrospective, entre autres au Brésil, ou en Suisse, il y en avait eu aussi. Mais personne ne pourra jamais comprendre ce film-là. Ça doit être dur. J'essaie de m'imaginer dans un film, dans un autre pays, avec quelque chose de similaire. Est-ce que je serais capable de le comprendre? C'est pas ma langue, je connais pas les subtilités. C'est tough. Puis c'est un ovni du cinéma québécois. Sa carrière en général, mais ce film-là en particulier, il
il est tellement dans une case à part. Il est dur à classer. Ça fait son charme. Mais c'est pour ça que, comme toi, c'est un des derniers longs métrages que j'ai vu. Puis, il y en avait tellement beaucoup que j'avais aimé. Puis ça, je sais pas pourquoi. Je n'avais pas tant que ça entendu parler. Puis quand je suis arrivé là, puisque j'ai vu que c'était peut-être son plus morin, là, j'ai fait « OK, my God, là, j'avais même pas vu son meilleur film. » C'est complètement fou. T'étais déjà conquis, et il te manquait ton préféré. Ouais. Par la suite, Wendigo, qui est un film, une adaptation de Art of Darkness. Donc, Joseph Conrad. Oui, donc notre Apocalypse Nord québécois. Ben oui. Ça non plus, je l'avais pas vu. C'est un des derniers que j'ai vu. Puis honnêtement, je trouve que ça fonctionne sur plusieurs points. Honnêtement, de reprendre ce roman-là, donc si on veut dire un peu l'histoire, donc c'est un groupe autochtone qui, dans le nord du Québec, décide de déclarer un territoire indépendant qu'il nomme Acquis. Et puis, donc, il y a un journaliste qui est envoyé avec un petit groupe sur un bateau, un vieux bateau, là, chalutier encore une fois. Et puis, ils doivent traverser donc le fleuve intérieur, les rivières intérieures pour se rendre, pour aller rencontrer donc un des chefs autochtones, un des chefs des Premières Nations qui est là, qui a déclaré l'indépendance. Et il y a la folie qui se mêle à travers tout ça en cours de route. L'esthétique est vraiment soignée, même si on garde le caractère morin, mais les plans sont magnifiques sur l'eau. Guy Nadon, il dit que certains acteurs qu'on connaît maintenant bien, Michel Laperrière, vraiment bon là-dedans. L'effet aussi du point de vue est là quand même. Ouais. Pas autant que Requiem, mais il y a quand même ça. Là. Mais c'est que tu as à la fois la caméra de la télé avec son grain, tu as une caméra à la première personne, des fois qui représente le journaliste. Puis tu as une caméra extra diégétique là, aussi qui est là, qui filme tout. Fait que ça se mélange un peu. Ça se mélange bien. Puis je pense que tout sur le bateau, c'est des vrais acteurs, mais quand il va arriver, puis les Autochtones, c'est des gens de là-bas, c'est des non-acteurs. En tout cas, du moins, le chef, il est doublé, hein, je pense. Hey, ça, c'est le principal problème du film. Malheureusement, de dire... j'ai pas noté qui jouait ce personnage-là, malheureusement, mais il est doublé par Julien Poulin, là. Il est doublé en très québécois. Je pense que c'est Julien Poulin, littéralement. Oui, ça se peut. Dès le départ, dès la première effet, je fais, c'est dommage bizarre. Justement, avec à la Elvis Gratton un peu, là. Et tout le long du film, il y a tellement un rôle important. C'est le rôle central. C'est Julien Poulin qui semble le doubler, même si j'ai pas vu son nom au générique. Mais je trouvais ça bizarre que Morin, ce soit hyper important dans son cinéma de toujours donner une voix aux Premières Nations. Oui. Tu sais, ça va revenir souvent dans son cinéma, ça fait partie de ses marginaux. Mais tu veux donner une voix aux Premières Nations, mais tu l'as fait doubler le héros principal par Julien Poulin. Mais ça sonnait comme une erreur. Pas une erreur, mais quelque chose de pas volontaire au tournage. En tout cas, ça sonnait comme en montage, on va pallier peut-être à un moins bon acting. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça sonne. Je me suis dit, c'est peut-être un truc de langage, tu sais, qui a dit, joue dans ton dialecte. Ton dialecte, puis on va le redoubler après. Mais je sais pas. En tout cas, surtout que le fait que je pas mal convaincu là, que c'était Poulin. Oui, ça ressemble au bout. À chaque fois, ça me faisait reculer du film. Je trouvais ça étrange comme choix. Mais je sais pas pourquoi. Maintenant, Dom, tu peux nous mettre ça. Quiconque meurt à douleur en 1998. Mon départ. Ça, c'était mon départ. Oui. Quand on parle des marginaux, ça, c'en est un. C'en est tout un. Je vais y aller avec l'histoire, en fait. C'est la police qui va débarquer dans un crack house, donc une maison de plusieurs, justement, drug addicts, de différentes drogues, des gens qui sont armés, qui sont violents. Donc, la police va débarquer avec un caméraman et ils vont faire une descente, mais ça va mal tourner. Et ils vont prendre en otage 2 policiers, plus le caméraman. Les autres vont réussir à fuir et on va passer 1h30. Le film dure 1h30, mais on passe plus de temps que ça, là, quelques jours, dans la maison avec ce sont des anciens toxicomanes, des gens qui... quelqu'un me disait qui était à l'UQAM à l'époque de la sortie du film, Jérôme, que je salue, et il me disait, je les voyais, ces gens-là, mendier ou dans les environs de l'UQAM. Je les connaissais dans un certain sens, des vrais gens, en tout cas. Et qui jouent leur propre rôle là-dedans. Le caméraman, c'est pas Robert Morin, ce coup-là, c'est sûrement un comédien. Et il va être en otage lui aussi, mais
il faut qu'il filme. Il se fait dire, ah ouais, filme-nous, let's go, on va donner un show. C'est un peu ça. C'est écœurant. Puis ça reprend le concept qu'on a parlé tantôt, hein, de non-acteurs qui rejouent leur propre rôle, mais adapté encore plus dans une fiction, tu sais, comme ça. Puis dès le départ, pas de générique de début, puis Morin, il est pas le caméraman, mais il joue un des policiers qui est là au départ, puis qui regarde la caméra. Puis je pense que c'est lui qui dit dès le départ, fait que tout le monde est prêt, tu sais. Déjà, le metteur en scène qui parle encore à ses personnages, qui est comme « Let's go, on y va », puis qui dit « Hey, ça va être fini en 2 minutes, cette affaire-là », puis finalement, ça dégénère. Ça dégénère. Dans le chaos, puis c'est un film... faut le dire, là, avant de parler de la caméra, là, juste d'un point de vue thématique, là, ça commence, c'est un des premiers films qui est les plus durs de Morin à regarder. Ouais. Puis il va en avoir. Mm-hmm. Mais d'y aller, justement, tu sais, il se pique devant la caméra, le monde. Je suppose qu'il se pique pour vrai. Tu sais, je ne peux que présupposer ça. Mais ils peuvent mettre autre chose dans ce règne, là. Ça se peut. Ben oui, ça doit. Là. Mais il se pique pour vrai, oui. Ça parle de prostitution là-dedans quand ils deviennent en manque. Tu sais, ça va de... C'est un milieu qui est vraiment tough, là, surtout quand tu vois quand la dope elle vient à manquer. Là. Oui. C'est la manière que je trouvais ça vraiment intéressant, la manière comment ils vivent ensemble, sont tellement conflictuels, mais en même temps, sont comme une famille. Tu sais, c'est juste quand vient le temps de lui, c'est le pusher de la gang, mais l'autre n'a pas payé. Ouais. Comment qu'ils se traitent, puis l'un va prendre la défense de l'autre pour essayer commande de Dian, puis. T'as Bessie qui est le meilleur personnage sur le bord de la fenêtre parce qu'il faut dire qu'ils sont encerclés pendant. C'est une prise d'otage. Ouais. Il y a la police à l'extérieur qu'on ne voit pas pendant le film, mais ils sont là. Donc, t'as lui avec un gun par la fenêtre qui va crier, il va tirer, il va sacrer. C'est brutal, tu sais. Puis. T'as un certain PTSD à la fin. Tu finis le film et tu shakes un peu encore. Là, tu le vis encore, ce film-là. Là. Ouais, comme je te dis, quand je regardais ça à la bibliothèque, j'étais comme, qu'est-ce que je regarde? Je regardais le monde, me regarde-tu autour? C'est quoi? Il y a du monde en train de se piquer avec une cam vidéo. Là, on dirait un film de famille de junkie. Ouais, ben c'est exactement ça comme ça qu'il le décrirait. Film de famille, il utilise souvent cette expression-là, Robert Morin, comme film d'archives familial avec la vidéo. Là. D'ailleurs, ça se prête bien. Puis la caméra, ce qui est hyper important, c'est que dans tous ces films, le narratif tient à justifier la présence de la caméra. Puis c'est important là, quand même de pourquoi elle est là, vu qu'il est un personnage. Exact. Puis, tu sais, là, le caméraman, il se fait intimer par les junkies de toi, continue à filmer. Tu raconte notre histoire ou je sais pas trop. Tu veux filmer? Filme. That's it. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que, tu sais, l'idée du caméraman voyeur qui est là, il est supposé filmer qu'est-ce qu'il est en train de filmer là. Les personnages qui vont souvent, parfois, dans tous ces films, prendre la caméra et filmer le caméraman, qui souvent, lui, va dire « Hey, moi, j'ai rien à dire. Je suis juste là. » Ouais, pis t'as ce moment hyper vulnérable là, pendant qu'il est en train de chier sa bol, que la cam s'en vient le filmer, pis il est juste là, il a l'air d'un tata sa bol, comme ça, pis il est juste comme... Il supplie, là, regarde, commande. Je peux-tu juste m'essuyer, s'il vous plaît? Pis ils sont comme, ah ouais, si tu veux nous filmer, toi, raconte-la. Tu nous poses des questions sur notre vie, et toi, raconte-la, ta vie qui est là. Puis le caméraman, par définition... S'il n'a pas sa caméra, il est à nu, tu sais. Ouais, et là, il est littéralement à nu sa bol. Puis quand les autres personnages prennent la caméra, c'est filmé tout croche. C'est des gens qui ne sont pas caméramans. Ouais. C'est flou, ils essaient de tant bien que mal. C'est pas comme certains found footage des films plus contemporains, que c'est du found footage de quelqu'un dans le bois, mais c'est bien cadré, tu sais. Non, là, c'est vraiment quelqu'un qui a jamais touché à la caméra, le personnage, l'ex-junkie, qui est pas comédien. Il met une caméra puis il improvise avec ça, tu sais, ou du moins il suit un guideline. Mais je voulais juste dire, je me suis dit, je vais peut-être le dire à la fin, mais je vais le dire tout de suite, ça. Je sais que Robert Morin en refuse la genèse de tout ça, mais ces films-là de Morin avaient entre autres inspiré une série belge qui était nommée Striptease et qui a elle-même inspiré le film C'est arrivé près de chez vous, le film belge, et qui a lui-même inspiré Blair Witch Project. Ben oui. Dans toute cette esthétique de found footage-là, donc que le travail de Robert Morin aurait joué un rôle dans le found footage comme style plus accepté, là, exact, plus mainstream. Exact, tout à fait. Donc, quand je disais que c'est un cinéaste essentiel, là, il y a nul doute que son cinéma a inspiré beaucoup, même à l'étranger.
Puis que c'est peut-être justement grâce à lui que des films comme ça, comme Cloverfield, après ça, tu sais, ont pu... Bon, je veux dire, found footage, ça existait aussi déjà avant, mais si quelqu'un dit qu'il y a eu une filiation, là, c'est intéressant. Ah, vraiment? Wow, je suis impressionné. Là-dedans, il y a des personnages, tu sais, Yellow, qu'on voit beaucoup, qui est le gars à lunettes, tu sais. Il est tellement bon. Oui, vraiment. On dirait que c'est un comédien, il est comme philosophe en même temps, tu sais, puis il explique un peu comment ça marche dans la maison, puis non, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je me rappelle au début, le caméraman, il dit continue à filmer, puis là, le caméraman dit j'en ai juste pour 1h30 de tape, là, tu sais, c'est la durée du film. Exact. Ben oui, mais c'est tout le temps ça, hein. T'es limité par l'outil qui est là, puis le caméraman, il dit même à Yellow, à un moment donné, il dit Yellow, c'est plus ton film que mon film, tu sais, genre... Exact. Puis là, on sent vraiment que c'est un montage in cam. En tout cas, c'est ça. C'est vrai. On le croit plus. Tu fais pause parce qu'à un moment donné, c'est comme arrête de filmer, là, filme pas ça, ou arrête de filmer. Ou à un moment donné, c'est comme ils vont l'attacher pour la nuit. Il est quand même un otage, même s'il est libre de ses mains, puis il y a une caméra, c'est le temps de t'attacher. On coupe. Ah ouais, coupe. Puis ça repart le lendemain, random. Fait qu'on sent vraiment un montage in cam, là, même si il y a un travail plus long derrière ça. Tu sais. Ouais, vraiment. Mon film préféré de Morin, c'est 5 films. Ça en fait partie. Ben d'accord. Ensuite, on va passer à 2002 avec Le Neg. Donc voilà, on y arrive à ce titre. Tu l'as prononcé. Ouais, ben c'est ça. Là. Ça a fait de la controverse à l'époque. Imaginez-vous comment ça en ferait aujourd'hui. Mais c'est justement un film qui condamne le racisme. Oui, non, ça c'est clair. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Et le nom fait référence à la statue de plâtre qu'on voit sur le poster, donc qui était nommée de même aussi, ça c'est intéressant aussi. Alors, je vais conter l'histoire d'abord. C'est une vieille dame jouée par Béatrice Picard qui avait des chiens avant, sont morts, puis là, elle s'est acheté une statue de plâtre d'un homme noir qui pêche. Donc, pour mettre devant sa maison. Il y a des fleurs, puis il y a ça. Alors que pour elle, ce n'est pas un acte raciste. C'est une statue qu'elle trouve belle, cette statue-là. Tu sais. Et il va y avoir, il y a un jeune homme noir, un adolescent ou proche de début adulte, qui va saccager cette statue-là, va la briser et il va y avoir un crime qui va avoir lieu à cause de ça. Ça va être le point de départ d'une histoire de meurtre en campagne. Et nous, on va voir à travers différents points de vue, encore une fois, à travers des témoignages, on va essayer de reconstruire l'histoire. Je me souviens même pas c'est qui la victime de ça. Ben, tu veux dire la victime du meurtre? Ah, oui, ça, c'est Béatrice Picard, on le sait dès le début. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est elle. Ça commence, le film commence, puis t'as l'ambulance, t'as elle qui est en sang, puis elle se fait embarquer, puis là, t'as plein de monde qui capote, puis et là, on passe au lendemain et on voit l'interrogatoire avec un casting quand même connu. Il y a Robin Aubert, Emmanuel Bilodeau, Vincent Bilodeau là-dedans, Sandrine Bisson. Robin Morin, toujours un petit rôle... Donc, encore, tu sais, dès le départ pour le titre, là, tu vois le côté frondeur de Morin là, qui a tout le temps été baveux, irrévérencieux, tu sais, mais je veux dire, en 2002, là, c'est ça, là, je veux dire, c'est pas il y a des siècles, il y avait déjà un enjeu autour de ce mot-là, là, tu sais, puis de dire c'est ça mon titre, that's it. Aïe, tu sais, c'était déjà un mot controversé, puis il a fallu qu'ils se battent avec ça. Tu me racontais à Toronto, là. C'est dans le Festival de films Toronto, je pense que c'est là que c'est la première, donc ça a fait quelque chose et je pense qu'ils ont trouvé un autre titre pour le moment du festival où pour juste pas... Il y avait un malaise à le nommer, tu sais, ce film-là, même si l'organisation savait que c'est pas un film raciste en soi, tu sais. Ils ont dit ça va être Petit meurtre en Amérique, un truc comme ça. Quand même assez drôle pour l'anecdote, mais bref, qui est un film qui avait eu un certain écho, je pense, à l'époque. En tout cas, c'est un qui est plus connu, je pense, dû au casting peut-être. Dû au fait que là, on a vraiment, même si on a la méthode Morin, on a quand même un film filmé avec un plus grand budget qui est toujours en dessous de la moyenne des films, mais quand même là, avec justement plusieurs lieux, des acteurs professionnels. Bon, tout ça, là, ça sort un peu du lot des films qu'on vient de parler. T'sais. Ouais, puis ce qui est intéressant du point de vue, ça paraît pas tout de suite, il faut porter attention, mais au point de vue du langage, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que
C'est une espèce d'exercice à la Raymond Queneau. Pas juste pour explication. Tu sais, mettons, Raymond Queneau, c'est un auteur français qui avait écrit un livre qui s'appelait Zazie dans le métro, qui racontait une histoire simple, une page, mais qui s'est dit, je vais la raconter, je pense, de 100 façons différentes. OK, maintenant, sans la lettre E. OK, après ça, en haïku. OK, mais après ça, juste avec des adverbes, juste avec des adjectifs, etc. Puis ici, c'est un peu comme le même principe, dans le sens que chaque personnage, quand on voit sa version, il y a un différent élément du langage cinématographique qui est là. C'est-à-dire, il y en a un que ça va juste être des champs contre champs, l'autre, ça va être juste être une caméra fixe, l'autre, ça va être une caméra à épaule, etc. Donc, chaque personnage a vraiment son langage qui est associé à ça là-dedans, à sa version des faits. Plus classique, mais évidemment avec un point de vue varié, déconstruit. Mais sinon... Ouais. Puis, tu vois, à la radio, les nouvelles parlent de la prise d'otage dans une piquerie qui se passe le jour même. Ah ouais? Ah, nice. Tu vois, c'est déjà un des premiers qui est là de retour. Puis à la fin du générique, il dit pas grand-chose, mais il dit « Tourlou ». Beaucoup d'humour. Bob. Ouais. Ensuite, on passe à tout un film. Petit Pow Pow Noël en 2005. Ça, là... Ce film-là, je savais qu'est-ce que j'allais regarder, puis j'étais quand même pas prêt. OK. Tu te lances? Ben, on peut le dire. Encore une fois, c'est Robert Morin qui joue lui-même un caméraman et qui a l'air de pas bien aller. Il a l'air d'avoir des problèmes de santé mentale aussi. Beaucoup de rancœur envers son père. Il va s'infiltrer à l'hôpital où son père est alité parce qu'il y a une maladie qui va causer sa mort prochainement. Et il est tellement fâché après son père qu'il va vouloir aller donc mettre fin à ses jours. Mais pas avant d'y avoir dit ses 4 vérités puis de l'avoir torturé mentalement et physiquement. Le problème étant que c'est un des films les plus complexes de Morin aussi parce que son père va être joué par son vrai propre père avec lequel il entretient un vrai problème qui est la base du film. Donc, il est fâché à propos de son père. Il y a déjà un vrai grudge à propos de lui. Et la fiction va venir se rajouter à propos de tout ça. Donc, ce qu'il va lui dire... C'est un vrai fond de ressentiment à son égard qui est là. Oui. Ben oui, c'est ça. Il y a aucune pudeur là-dedans. Tu sais, de voir vraiment son père se faire traiter par le personnel de l'hôpital, de recevoir les soins de lavage, de changeage de couches. On voit tout, là. C'est tough à regarder, encore plus quand c'est ça, parce que oui, tu vois son père... faire changer la couche plein de marde. Oui, tu vois tout. Là. Son père, qui est quoi, il doit avoir 80-90 ans facile là-dedans. Facile. Tout nu dans la douche, on voit son pénis frontal là-dedans, un pénis de vieux de 90 ans qui va pas bien, là, tu sais. Il l'a poignardé avec une seringue. À un moment donné, il va poignarder pour vrai, sans effet spécial. Il va poignarder son propre père, qui est presque invalide. Là, dans le film, il parle pas. Hein, on reviendra là-dessus. Alors que dans la vraie vie, il est capable. Mais c'est hyper dur à regarder. Un autre film. Dur. Mais ô combien intelligent aussi et incroyable. Là, j'ai jamais vu un film de fiction aussi intime que celui-là. Ben non. Dans toute l'histoire du cinéma. Là, c'est tellement ingénieux que tout se passe dans une petite chambre d'hôpital et il réussit à tu sais, il nous raconte aussi d'où vient cette relation-là avec son père, comment ça a commencé, toute cette rengaine-là. Et il va la raconter à travers des photos sur les murs, des décorations. Il va bouger des décorations, il va bouger des objets. Il va filmer dans des reflets de miroir. Il va tout utiliser, ce qui est à sa disposition. Il fait souvent ça. Ouais. Mais là, dans un petit endroit clos, il va être dérangé de temps en temps par quelqu'un qui rentre. Et il va faire « Oh, excusez. » Puis « Rentrez. Je peux-tu vous filmer? Ça dérange-tu? » OK.
Et il va faire comme s'il était un bon fils devant les gens qui viennent donner des soins à son père, mais aussitôt que la porte est fermée, on le voit là, mais tu sais, il s'amuse de lui, il va prendre son respirateur, son truc d'oxygène à sa place, il va le frapper, il va le torturer mentalement, il va le nourrir, mais tout croche, il va manger sa bouffe. Son repas au complet, il va le manger, c'est dur en même temps, c'est vraiment pas drôle, mais on est impressionné. En tout cas, moi, je suis impressionné tout le long de voir toute la créativité. Le film finit, puis t'es sur le choc, mais tu fais... c'est... Wow. Puis le doublage aussi est hyper important parce que, mettons, il va filmer la croix, il va d'abord faire un faux dialogue, un dialogue de lui-même avec Dieu. Ensuite, il va faire un dialogue avec sa mère décédée. Mais le plus important, il va faire aussi un doublage sur la télévision. Qui est là, impeccable, hein? C'est assez fou. C'est fou. C'est assez fou. Mais le plus important, ça va être le faux dialogue qu'il va avoir avec son père. C'est-à-dire que quand son père sera pas filmé, il va prendre la parole pour son père et lui dire... il va avoir une discussion qu'il aurait toujours voulu avoir avec son père, une discussion hyper dure, mais c'est un faux dialogue, vu que c'est un monologue, c'est lui qui joue les deux rôles. Discussion avec lui-même, et qui... Son père veut justifier en disant « Je veux pas qu'on me voit devant la caméra en train de parler parce que je veux garder mon image de légume, etc., d'invalide. » Puis Morin va jouer cette espèce de... il va essayer de le filmer dans des reflets pour essayer de le prouver que c'est lui qui parle ou quoi que ce soit. Mais dès qu'il va apparaître dans le reflet, il va arrêter de parler, quoi que ce soit. C'est aussi schizophrénique. Il y a Sœur Madame, on est là-dedans. On sent que le personnage de Robert Morin a une grande transformation également. Il semble juste être un fils normal qui a pas eu un bon père et qui, je dis pas que tout le monde ferait ça, là, mais tu sais, qui va pousser à la limite sa colère. Mais là, tu te rends compte qu'il est vraiment pas sain, cette personne-là. Ah non. Vraiment, de moins en moins, plus ça va. Il y a une grande évolution, là. Juste avec son rapport avec la caméra, là, tu sais, quand ça arrive, tu sais, à un moment donné, il y a une infirmière qui veut pas être filmée, mais, tu sais, il va dire non, je l'ai arrêté, mais il y a un film pareil, une espèce de cruauté qui reste là, mais il va dire, c'est mon armure, tu sais, je suis invincible avec la caméra. C'est d'ailleurs ça qui cause problème au départ, parce qu'il veut rentrer dans l'hôpital, mais il peut pas s'il y a une caméra, le monde va trouver ça louche, mais lui, sans sa caméra, il est rien. Donc, il a besoin de sa cam qui est là. Puis encore une fois, il va la retourner vers lui, comme on l'a vu dans un des plans qui est là, avec le masque de son père. Il va se faire surprendre. Et quand on va lui demander d'arrêter de filmer, il va aimer mieux quitter la chambre momentanément parce qu'il n'est pas capable d'arrêter de filmer. Il a besoin de filmer. Il filme des corridors. Il fait juste filmer. Il se fait dire « Qu'est-ce que vous faites là? Allez à l'autre étage. » Ah ouais? Ben, moi, j'avais vu une critique sur IMDb d'un gars qui avait dit, ou une fille, peu importe. Un Américain? Ou... je sais pas. C'est en anglais? Aucune idée. Ouais, c'était en anglais, je pense. Qui disait ce film-là était pas supposé être montré parce que tout est vrai, mais Morin a pardonné à son père après, donc il a pu dire ça. Puis j'étais comme, c'est complètement fou que du monde puisse penser que tout est vrai, non seulement avec la liste du générique de tout le monde qui ont travaillé là-dessus, mais de dire, tu sais, ça serait une improvisation parfaite de pouvoir filmer absolument tous les éléments de la pièce, puis de pouvoir raconter un récit tight de même avec ça. Puis, tu sais, à la fin, tu as cette finale un peu trop punchée qui est là avant le générique. Là, mais je pense qu'elle est là pour comme rassurer le spectateur. C'est exactement ça. T'sais. Je pense qu'on peut même le dire, là, parce que c'est pas, justement, c'est pas un cinéma à punch, le Morin, là, mais de dire comme, finalement, c'était un fou, puis c'était pas son vrai père qui jouait. Fait que, tu sais, c'est un patient qui va tout le temps voir des personnes âgées, puis qui parle un dialogue avec eux, etc. Mais, comme tu dis, pour rassurer à la fois, puis pour dire comme, gars, prenez pas ça trop au sérieux, là, il y a plein d'affaires qui sont pas vraies là-dedans. Puis tu sais, comme Robert Morin a dit, il a dit, ça a vraiment réglé nos bébites, là, tu sais, puis je m'ennuie, il est mort maintenant, puis je m'ennuie de lui, puis ça a fait du bien comme projet thérapeutique, puis il y aurait une thèse au complet à faire sur la psychanalyse de ce film-là. Là. Oui. Ça n'a pas de sens. Ah, définitivement. Ben, le prochain, Que Dieu bénisse l'Amérique en 2006, qui est un film choral avec plusieurs personnages. Pour raconter un peu l'histoire, ça se déroule le 11 septembre 2001 dans une banlieue. Et c'est une critique aussi de la banlieue parce qu'il y a plein de personnages qui vivent l'un à côté de l'autre, mais qui ne se sont jamais adressé la parole dans l'histoire. Ils ne se connaissent pas et ils vont commencer à se parler à cause d'un grave accident qui va se dérouler la même journée que
les 2 tours du World Trade Center, même si c'est évoqué, mais c'est en trame de fond. T'sais, on l'entend à travers la radio, mais il y a un plus petit drame qui se passe et qui va bousculer la vie de certaines personnes. C'est un film qui m'a moins touché, que j'ai, qui est peut-être plus classique aussi dans sa forme, un peu comme Le Nègre et Requiem. Et c'est aussi l'arrivée, je pense que c'est l'arrivée du numérique chez Morin, mais d'avoir un peu cette caméra-là qui semble très fake. Là. Ben oui, c'est ça, c'est un ton qui est très froid, très gris, on s'attache pas beaucoup au personnage. Je pense que ça faisait partie de la volonté de Morin. Je pense d'avoir un effet anesthésiant, même visuellement, ce qui fait en sorte qu'on s'attache pas beaucoup à grand-chose à travers tout ça. Puis, il y a des effets de montage hyper cheap, comme si c'était monté par Windows Movie Maker. des faux split screen ou bien des personnages qui apparaissent dans des bulles de conversation. On a d'ailleurs Morin qui est là en train de se masturber sur une sex line. Ça paraît là-dedans. Qui fait en sorte que je connais pas personne dont c'est le préféré. Non, malheureusement. On va passer au prochain. C'est Papa à la chasse aux logopèdes en 2008. C'est avec François Papineau que j'aime beaucoup. Je le trouve très bon dans ce film-là. Il joue Vincent Lemieux. C'est une parodie ou un clin d'œil à Vincent Lacroix parce qu'il joue vraiment un escroc financier qui a floué plein de petits investisseurs et qui est en cavale, recherché par la police. Et il va s'acheter, le film va commencer dans le magasin d'électronique, il va s'acheter une caméra. Et là, il y a une manette. Oh. Il peut la contrôler à distance. C'est intéressant, ça. Il n'y avait pas ça dans les anciens films de Robert Morin, surtout les films au jeu, là, avec le caméraman acteur. Là. Donc, c'est intéressant aussi, toutes les possibilités. Il va s'adresser à la caméra parce qu'il va s'adresser à ses 2 petites filles pour leur expliquer qu'est-ce que papa s'en va faire dans le nord du Québec. Il va romancer ça, il va vouloir dire la vérité, leur expliquer que il est pas une mauvaise personne, mais la raison pourquoi il garde l'argent, c'est bon. Il va essayer de leur expliquer, puis il va essayer aussi de les divertir, de leur raconter des histoires, de s'amuser justement avec les différentes possibilités de la technologie, de la caméra numérique pour jouer des personnages. C'est vraiment inventif. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'on l'avait pas nommé en tant que tel, mais Morin aussi a souvent parlé de ça, de l'idée de créer un jeu au cinéma qu'il trouvait qu'il n'avait pas été beaucoup exploité. Ouais. Donc, comment est-ce que la caméra peut faire une genre de narration en première personne, là, un jeu, là, justement. Et là, ce qui est intéressant dans celui-là, grâce à la télécommande qui lui permet de faire des zooms, de couper à distance, etc., c'est de non pas être derrière la caméra, mais d'être devant, mais de la contrôler. C'est-à-dire un jeu qui se transforme en un genre de île. Donc, quelqu'un qui contrôle la représentation de lui-même qu'il veut montrer à ses filles. Et ça va être que ça. C'est ça qui est hyper intéressant. Ça va être une construction de lui-même, de ce qu'il veut léguer comme héritage à ses filles, là, de ce qu'ils vont penser de lui. C'est comme enfantin, mais en même temps, ça parle de l'argent qui est tellement un sujet d'adulte, là. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça va être un film hyper ludique, je pense, comme tu l'as dit, mais il va y avoir une espèce de bout, un cours d'économie, tu sais, qui va préfigurer un paradis pour tous, dont on va parler plus tard. Ou quand on va parler du petit Cicotte, il va... c'est peut-être pas par rapport à ça, mais en tout cas, il va jouer plusieurs personnages aussi, donc dans un dialogue avec lui-même. Donc oui, ça donne un film assez sympathique, puis... comique à regarder. D'ailleurs, il y a Sylvie Moreau, en annonceuse radio, qui parle qu'aujourd'hui, un homme s'est introduit à l'hôpital pour Petit Papa Noël. Okay. Ouais, wow, je l'avais pas catché, mais je me rappelle qu'on entend quelque chose dans le genre. Ouais. Wow. Puis, fin du générique. Oui. Là, on est bien, les grenouilles pis tout, mais maudit qu'il a fait frette. Il filmait au froid dans le nord du Québec, puis là, à la fin, ils sont dans le sud. Tu sais, fait que je sais pas, c'était juste, on dirait Morin qui dit comment c'était chiant à filmer. Ça, c'est drôle. Dom, tu peux mettre le prochain. On parle de Journal d'un coopérant en 2009. Un autre film phare de sa filmographie, important. Robert Morin revient comme acteur dans le rôle principal. Encore une fois, un peu comme le film qu'on vient de parler, plus devant la caméra que derrière, mais la contrôle avec toutes les possibilités maintenant. Quelqu'un qui va faire de l'aide humanitaire en Afrique, au Burundi, et grâce à l'organisme Radio du Monde. Donc, lui, c'est un technicien
Audiovisuel. Audiovisuel, exactement. Il va aller reniper des radios communautaires là-bas. Ça commence, c'est dans l'avion, puis il dit « Hey, c'est mon premier voyage, je vais me confier à vous. » C'est comme sous forme de blog, je pense. Là, c'est comme si tout ça est envoyé sur Internet, puis le film est un condensé de tout ça. Ça parle aussi de l'aide humanitaire là-bas, et le personnage, il se fait expliquer où l'argent va exactement, et c'est pas tant pour les habitants là-bas que ce service-là existe. C'est les grands pays qui veulent un retour sur leur investissement. Et il est désillusionné de tout ça, et ça va enclencher quelque chose qui était déjà là chez lui, mais qui devient un peu plus très nocif. Oui, ben c'est ce commentaire-là que est-ce que les organismes créent plus de tort qu'ils n'aident? Et puis lui-même, ça va amener ça parce qu'il va s'attacher peu à peu à la fille de sa femme de ménage, donc une fille d'environ 10-11 ans, je sais pas, qui est souvent là. Et puis, il va être sympathique avec elle, puis il va vouloir la filmer, souvent il donner des petits cadeaux, jusqu'au point de vue où vous voyez la suite narrative des choses, où est-ce que ça devient de plus en plus malaisant et dur à regarder. Oui. Le cinéma de Robert Morin... Et dur à regarder. Et c'est pas si explicite. Là, on parle de pédophilie, mais c'est pas explicite, mais on le vit quand même. Très insidieux. Oui, exactement. Tu vois comment il s'y prend pour hameçonner cette jeune fille-là en la complimentant, en donnant des cadeaux, en disant « T'as-tu un chum? Si t'avais un chum, mettons qu'on avait le même âge, tu me trouverais-tu beau? » Il y a quelque chose là, qui est dur à regarder parce que c'est tellement bien joué de la part de Robert Morin et de la jeune fille qui était... Je sais pas qu'est-ce qu'elle connaissait du scénario, là, mais elle peut pas jouer mieux. Là. Elle est pas bien non plus. Non. Et il y a aussi, ce qui est important, le jeu vidéo là-dedans. Ah oui, il veut échapper un peu à la réalité aussi de tout ça parce qu'il dit « Je vais jouer le jeu encore un bout pour Mathilde », c'est le nom de la petite fille. Ouais. Qui débaptise de son nom d'ailleurs parce que son vrai nom c'est Mathilda au début, puis finalement il l'appelle Mathilde tout le long. Comme ça, puis on est comme c'est pas ça son nom. Ouais, c'est ça. Mais sa mère, elle dit c'est comme Mathilde. Ouais, c'est comme Mathilde, mais c'est ça. C'est comme Mathilde, mais c'est pas Mathilde. C'est comme si on t'appelait François, là. C'est ça. Non, mais exact. Fait qu'il y a ça, il dit je vais jouer encore le jeu parce qu'il voit que ça sert à rien ce qu'il fait avec l'aide humanitaire, mais je vais jouer encore le jeu pour Mathilde, je vais faire à croire que je crois au projet, mais étant donné qu'il y a des journées rough qu'il n'aime pas, dures, longues et pénibles, il se ressource, il se replonge, il évacue la réalité en allant dans un jeu de comment t'appelles ça? Fantasy, là. Avec un jeu de rôle. Là, enfin. Ouais. Puis qui a l'air, on dirait, quasiment créé spécifiquement pour le film. C'est étrange, là. Dans une espèce de monde moyenâgeux où est-ce qu'il se crée un avatar druide qui s'appelle Melchiades, qui est tellement... C'est tellement champ gauche comme idée. Puis il essaie de se détendre par là, mais ça donne lieu à une des scènes les plus malaisantes dont on se parlait, justement, qui était quand il crée un personnage à Mathilda. Puis c'est ça, c'est là qu'il demande... Selon, on pourrait peut-être sortir ensemble dans le jeu. Tiens, nos personnages vont se marier ensemble. C'est ça, c'est nos personnages vont se marier ensemble. Là, regarde, on va s'embrasser. Non, pas d'envie, là, regarde. Nos personnages. C'est tout le temps genre, c'est pour des images, pour créer des images comme dans. Puis même là, tu sais, quand ça va aller un peu plus loin, puis que il va la forcer à prendre une douche. Puis le moment qui est sous-entendu, qu'ils font peut-être quelque chose, tu sais, il y a une espèce de contre-jour, de scène d'effet esthétique qui veut être là, toujours comme la volonté. Parce que lui aussi, ce personnage-là, il a un besoin maladif de filmer. Même quand on lui dit dans les rencontres de l'organisme, filme pas, il filme quand même. Il se trouve il organise quelque chose pour que sa caméra puisse filmer à l'intérieur de sa valise, toujours. Et le besoin qu'il ressent de filmer aussi ce moment sexuel, sous-entendu, donc avec la fillette, c'est encore la maladie de filmer qui est là, clairement. Tout à fait. Ouais, puis même quand ils se font attaquer par des je sais pas, une guérilla, whatever, ils laissent la caméra rouler, tu sais, au péril de la perdre, sans faire voler, quoi. Tu sais, c'est plus fort que lui. Mais c'est un peu un commentaire, j'imagine, sur le concept du vlog aussi, tu sais, qui a été hyper populaire dans ces années-là, 90-2000, tu sais. Puis ce film-là aussi est un film qui est issu du web que j'ai lu, c'est-à-dire que le personnage Jean-Marc Faneuf, entre guillemets, diffusait le film en épisode sur un vrai blog
Et c'est ça, je pensais. Et les gens donc commentaient là-dessus, puis pouvaient faire des suggestions aussi sur qu'est-ce que le personnage pourrait faire, etc. Fait qu'il y avait une espèce de jeu de construction, apparemment, qui était là. Fait que lui, il est allé là-bas pour vrai pendant longtemps, plusieurs mois, semaines, mois, oui. Et donc, le film est sorti en 2009, mais avant la vraie sortie du film, il y avait sur un blog une scène à la fois où puis les gens voyaient ça. Un autre concept, tu sais, puis tu sais, dès le départ, tu sais, c'est un personnage qui est à la Robert Morin, qui est bourru, mais sympathique, tu sais, puis il est comique. Naïf aussi, surtout au début. Naïf, là, tu sais, il regarde les films. T'as-tu vu le spaghette, ou les choses, puis tu sais, on trouve ça drôle. Je suis content que Robert Morin, c'est celui qui l'ait fait, parce qu'il disait qu'il avait pensé à Alexis Martin, mais Robert Morin, man, je trouve que c'est le parfait non-acteur pour faire ces films. Là. Il y a un jeu qui est sur la coche. Là. Ah oui, son jeu est vraiment parfait. Ça marche au bout dans différents personnages. Puis dans celui-là, c'est tellement proche de la réalité. Je dis pas qu'il devient un monstre là, dans le film, mais je veux dire, les débuts, là, on dirait que c'est lui là, qui fait un film. C'est un de ses meilleurs films de monstres, honnêtement. Ouais, là. ouais. Ça, la transformation est subtile, là, mais ça fait partie de mon top 5 là, aussi. Oui, moi aussi. Bien d'accord. Ensuite, c'est Les 4 soldats en 2013, une autre adaptation d'un roman de Hubert Mingarelli, qui est le roman du même nom, Les 4 soldats. C'est la guerre civile au Québec. Ben, je sais pas dans le roman, parce que dans le roman, ça se passe au début. Je pense. Oui, puis ça se passe en 1920. Alors que là, c'est plus contemporain, une guerre civile au Québec, on suit 4 jeunes entre 15 et 21 ans qui sont qui comprennent pas trop nécessairement le conflit qui se passe en ce moment, qui veulent juste, ils découvrent un étang, ils veulent juste passer du temps sur le bord de l'étang et cacher ça aux autres pour avoir l'étang à eux seuls, se forme une certaine famille. C'était bien réussi. Tu sais, c'est quand même un mandat. On va faire un film de guerre au Québec, mais ça n'aura pas l'air cheap, tu sais. Parce qu'on entend plus qu'on voit d'affaires. Des fois, un simple plan avec un char viré qui a brûlé, puis on imagine le reste avec le son, mais ça fonctionne. C'est filmé dans les bois, tout croche, avec des vidanges puis des trucs abandonnés. Alors, on y croit quand même. Oui, c'est Morin qui s'éloigne un peu plus du film concept, quoique la personnage principal elle parle à la caméra directement comme une... En fait, c'est un concept plus théâtral, on dirait, tu sais. Plus comme des apartés. C'est ça, des genres d'apartés théâtrales qui sont là. Je sais que Morin avait dit dans une entrevue qu'il avait imaginé une idée pour la guerre, là, qui serait les gens de la banlieue contre les gens de la ville, puis ça tournerait autour du droit à l'automobile. Puis finalement, il avait tout scrappé ça en disant... C'est pas ça le but, parce que je veux l'essence du roman qui était plus un conte filmique, c'est-à-dire que on sait pas trop c'est quoi les raisons qui sont là, on sait pas trop c'est qui ces personnages-là, les repères temporels, spatio-temporaux sont flous. Tout ce qui compte, c'est leur amitié puis leur attachement à ce lac-là. Tu sais, c'est un peu comme un genre de visuel de Mad Max, mais histoire genre style Stand By Me, là, tu sais, les personnages qui collent ensemble, sont comme, il y a rien de plus important que ce petit lac-là. Ça donne de quoi de charmant. Oui, c'est sympathique, ils sont attachants. Antoine Bertrand qui joue là-dedans, un peu simplet, là, qui est vraiment drôle. Qui a répété 1000 fois qu'il voulait travailler avec Morin. Hein? Il le disait partout à télé, apparemment, puis il a dit, finalement, Morin n'avait pas à TV. Fait que c'est plus un hasard. Pas un hasard, mais c'est pas à cause de ça nécessairement qu'il a joué dans un de ses films. Phrase de fin de générique. Oui. Où c'est qui est le iPod? Il est ici, viens le chercher. Ah, wow, c'est bon. Ben, ça fait plus référence au film, la phrase. Oui. Vous écouterez le film pour comprendre la référence. Ensuite, 3 histoires d'Indiens en 2014. Là, je trouve qu'on se rapproche un peu plus d'un genre de bricolage de ces premiers courts-métrages. Là, parce qu'on a 3 histoires qui, comme ce sont tous des Autochtones qui habitent pas mal dans le coin de l'Abitibi. Le défaut, c'est qu'il y a vraiment une histoire qui m'intéressait vraiment, puis pas les 2 autres. J'ai beaucoup lu ça. C'est que c'est 3 histoires d'Indiens, comme le dit le titre. Puis, il y en a un que c'est ça, je pense qu'il s'appelle Éric Papati. On doit parler de la même, là, qui
qui veut installer une station de radio, de télé pour... c'est radio ou télé? De télé pour son village, mais vraiment au jeu, avec la caméra, il se filme, comme Robert. Là. Ouais. Exact, avec deux autres histoires qui sont plus sans parole ou presque, donc... Les musiques. C'est ça, qui peuvent moins nous toucher pour d'autres raisons. Donc, mais comme dans toutes les histoires où est-ce qu'il y en a 3 qui sont... tu sais, ça donne de quoi un peu inégal là-dessus, que tu as hâte de revenir à ta préférée. Il y en a nécessairement d'autres que tu trouves moins intéressantes. Mais je vais te dire de quoi que je trouve vraiment intéressant, par exemple. Juste vite fait, un commentaire. Non seulement, la mère d'Éric Papati regarde Que Dieu bénisse l'Amérique à la télé. Oh shit! J'ai pas marqué ça. Ouais. Wow. Et me dire de quoi qui est fou, quand je faisais des recherches sur YouTube, Éric Papati, ce gars-là, il y a un channel YouTube, puis il y a plein de petites vidéos courtes, dont un où est-ce qu'ils sont au party à Cinémathèque de l'après-film, l'après-party de ce film-là. Et il va parler à Robert Morin avec sa propre cam, puis il est comme « Puis, t'as-tu aimé ton film? » Blablabla. Et c'est fou raide parce qu'on dirait que le personnage est en train de parler au réel encore une fois. Puis les deux se parlent, puis là, Morin, il dit « Puis, hey, t'as pas la même cam que d'habitude? » Puis il dit « Non, il est au pawn-shop encore. » Puis encore au pawn-shop. Comme dans le film. Fait que ça veut dire que dans le film, c'était sa vraie histoire qui allait panner sa caméra, pour vrai. Puis c'est Éric Papati qui a fait une fiction avec sa réalité là. Puis là, tu vas voir sur YouTube, puis t'as l'impression que le film se poursuit dans les vidéos d'Éric Papati. Wow. Ah ouais, non, c'est cinglé encore. À voir comment il s'y connaît dans le film, j'étais comme... Tu sais, il patente un truc pour diffuser ce qu'il filme avec des antennes, une affaire pas possible de raboutage, de vieux appareils qu'il a trouvé. Je me dis, wow, ça a l'air d'être vraiment vrai. Là, comme, ça doit être lui qui connaît vraiment ça. Effectivement, je pense que c'est le cas. Les vidéos YouTube t'en as prouvé ça. Oui, puis la scène qu'on voit Robert Morin est le fun aussi. Parce qu'il donne son vieux laptop pété, mais ça a l'air tellement... Tu sais, tu sais que c'est Robert Morin, c'est son film, mais Robert Morin a vraiment l'air d'un passant qui est juste là. C'est bien capté. Vraiment. C'est fou. Et maintenant, non, pas tout de suite. J'allais dire son dernier, mais non, son avant-dernier, en 2016, Un paradis pour tous, avec le casting, Stéphane Crête. Oui, Stéphane Crête qui joue absolument tous les rôles, un autre concept. Trentaine, il y en a beaucoup. Facile. Il y en a pas mal. Peut-être le meilleur acteur pour faire ça, parce que c'est quelqu'un qui est quand même expérimenté, Stéphane Crête, avec le théâtre. Quand on parlait de films ludiques, ça, c'est un méchant trip là, de Crête qui se met des perruques puis des costumes un peu partout, puis il part dans plein d'accents, puis dans plein de genres. C'est déluré, c'est déjanté. Un blackface là-dedans. Mais j'ai trouvé ça vraiment comique. On a skippé l'histoire, mais c'est lui qui veut expliquer un peu les paradis financiers. Là. C'est plus une allure de cours économique. Mm-hmm. Mais si on est fan de Stéphane Crête, je pense que ça se prend très bien. Oui, exactement. Il y en a un qu'on a skippé aussi. On n'a pas parlé d'Opération Cobra. Hey, c'est vrai, parce que... OK, mais ça, c'est drôle. Ouais, je l'ai pas écrit dans mes notes parce que moi et Frank, on l'a vu il y a quelques heures. Ouais. En fait, ce film-là est absolument introuvable et la seule façon qu'on a pu le trouver, c'est d'aller consulter la VHS en personne au sous-sol de la Cinémathèque de Montréal, donc à la médiathèque. Aller le regarder ensemble. Donc, tantôt, écoute... vas-y, je peux te lancer. L'histoire, c'est un peu comme si c'était un show de télé-réalité qui aurait pu exister à la télé. Ouais. C'est des jeunes adolescents qui sont dans une mission en forêt et avec des guns de paintball, doit affronter une autre équipe pour gagner, là, en gros. Un genre d'opération caméléon. Oui, c'est ça. Ceux qui ont la référence là, quand on était jeune, un peu ça. Mais là, en film, on voit aussi la présentation des ados qui vont participer avec leur training à la manière de l'armée et l'équipe de Robert Morin, parce que c'est comme co-réalisé avec deux autres réalisateurs. Donc, son équipe qui va former les deux équipes de combattants. Et tu les revois de temps à autre. La fin, j'ai vraiment aimé la fin parce que là, on voit vraiment qu'on dirait que on vire le décor à l'envers là, à la Morin. Donc, c'est ça, il faut attendre 1 heure avant que le style de Morin embarque. Un peu plus. Mais c'était, je sais que lui, il avait qualifié de ratage, mais je trouvais ça quand même intéressant. Puis allez tous le voir au sous-sol de la Cinémathèque. Un à la fois, il n'y a pas tant de place. Et là, le dernier, Dom, tu peux remettre ça sur la télé. Le problème d'infiltration en 2017.
son film de monstre par excellence. Par excellence, ouais. Ben, tu sais, Journal de coopérant, on a dit que c'était un film de monstre psychologique. C'est aussi le cas là, mais là, ouais, il est allé énormément dans les codes de l'horreur. Là. Oui, exact. C'est pour ça que moi, avant de le réécouter, tu sais, je me disais, ça, je pense que c'est un des plus accessibles parce que, justement, il y a des codes qui c'est des codes de l'horreur, donc des codes qu'on connaît, mais en le réécoutant, j'étais comme, c'est pas pour tout le monde, dans un sens où il y a une espèce de malaise, il y a un rythme, il y a quelque chose de off, volontaire dans la mise en scène. Il y a d'autres codes que ceux de l'horreur qui s'ajoutent. Ce sont ceux de Morin. T'sais. Il n'y a aucun film de Morin qui est parfaitement accessible. Non, c'est ça. On s'était dit, il y a Sir Madame, c'est drôle, n'importe qui peut aimer ça. Je l'ai fait écouter à ma blonde, puis elle était quand... Oh, c'est weird, c'est vraiment weird. En fait, elle aimait ça en partie, puis quand c'est devenu un peu plus trash en cours de route, elle a décroché. Mais dans ce cas-ci, je sais pas si tu veux juste dire l'histoire vite fait. Ben, dans le fond, c'est Christian Bégin qui joue un chirurgien esthétique et le film ouvre et un patient avec des bandelettes sur le visage tout couvert qui va les enlever et on va voir son visage défiguré. Vraiment la monstruosité physique, là, il est vraiment magané, le monsieur. Mais il est fâché après Christian Bégin, qui est son chirurgien, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de compassion, il ne sait pas qu'est-ce qu'il vit au quotidien, de se faire regarder, etc. Et ensuite, on va suivre Christian Bégin dans sa grosse maison, son château, dans une banlieue immense. Et on va voir un peu sa déchéance, sa transformation, son mal-être, à quel point il va devenir irrité à peu près à cause de tout. Entre autres, son problème d'infiltration d'eau, parce qu'il y a ça dans sa maison, il y a un problème au sous-sol. Mais il y a aussi un problème avec son fils, il y a un problème avec sa femme. Et le problème va se matérialiser de plus en plus aussi physiquement dans son entourage, dans sa maison. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, dès le départ, en fait, ça rouvre avec une citation de Nosferatu, là, de Murnau, là, ouais, qui est là. Dès le départ, tu sais, il a dit « Je vais essayer de faire un film d'horreur comme Fritz Lang ou Murnau le ferait aujourd'hui s'il y avait les méthodes que j'ai. Et ça va être un film à la technique horrifiante à travers tout ça. Et c'est ça que je trouve fascinant, OK? Parce que plus ça va, en fait, c'est que je sais même pas par où partir pour parler de ça. Mais on dirait, je sais pas si tu as eu ce même feeling-là que moi, mais tout est exagéré, comme un peu dans l'expressionnisme allemand, mais pas nécessairement toujours dans le jeu, mais dans la technique. Tout est exagéré incroyablement dans les mouvements de caméra, dans l'éclairage, dans le son, dans la musique qui est là. Et on dirait que c'est comme si le personnage est conscient que sa maison devient elle-même un personnage horrifique, qu'il est pas bien nulle part, parce que c'est comme s'il voyait que l'éclairage changeait, ou, tu sais, la caméra, il n'y a pas de caméra en tant que telle dans la diégèse du film, mais dès le départ, tu sais, quand il revient de l'hôpital, la caméra a un plan vertigineux, spin à travers les vitres du char partout, virevolte, quasiment comme s'il était fait par drone. Puis ça va être partout de même. Pour n'importe quoi, la caméra va se pitcher partout, va commencer à aller filmer n'importe quoi. Puis va faire des zoom-in sur des affaires banales d'une certaine façon, mais qui vont créer une inquiétante étrangeté où tout le temps la musique va spiker à des bouts de pas rapport, etc. L'éclairage va devenir complètement bleu, passer hyper saturé après ça. Puis c'est comme si le personnage chantait puis il était pas bien là-dedans. Oui. Bien ça, on peut le dire, l'éclairage, c'est majeur. Puis on peut aussi mentionner que ce sont une suite de plein de faux plans séquences, mais qui semblent être montrés comme étant des plans séquences. Il y a du trichage là-dedans, c'est sûr. Collé numériquement, il l'a dit. Il l'a dit, non, c'est ça. Mais ce sont des longues scènes entrecoupé d'un black là, de 5 secondes, un noir silencieux où on repart. Et dans ces scènes-là, étant donné que ça coupe pas vraiment, il y a une grande variation d'éclairage qui, comme dans cette scène-ci, le film ouvre puis c'est blasté. Je me rappelle avoir eu mal aux yeux au cinéma. Dans une salle sombre et là, tout est blanc. Parce que c'est dans un hôpital, c'est... Avec le lent zoom-in sur le visage déformé d'un des jumeaux Bogdanov. Ça ressemblait un peu à ça. Mais c'est ça, c'est dans cette scène-là qui dure 15 minutes en plan séquence. Celle-là, je suis pas sûr qu'il est triché. Il a vraiment l'air vrai, mais... et là, l'éclairage, elle devient sombre, bleutée, et elle revient, mais
tellement fluide. J'avais jamais vu Robert Morin utiliser la technique de façon aussi slick que ça. T'sais, généralement, c'est épaules, c'est voulu pour être un peu moins sur des rails. Là, c'est plus fluide. Là. C'est magnifique, mais en même temps, c'est tellement lui en même temps. J'ai l'impression que ça prend du guts aussi pour faire un film de même. Et donc là, l'éclairage qui varie tout le temps, la scène dans la douche, ça c'est fascinant parce qu'il y a une grande douche avec 2 pommeaux de douche, sont riches. Et là, tu as Christian Bégin qui s'éloigne dans la buée, dans le brouillard, il disparaît pour aucune raison. Et là, sa femme qui devient seule, on dirait un plan d'Hitchcock, un peu en mi-chemin entre Psycho puis genre Vertigo, là, les couleurs vertes. Et là, il va réapparaître, ressortir du brouillard. Il devient menaçant, tu sais. Ben, quand on parlait de transformation, c'est le plus évident dans le sens c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Oui. Il y a beaucoup de références à Jack Nicholson dans The Shining. Avec ça, la folie qui se développe dans cette maison-là aussi. Puis c'est la trahison. T'sais, en majuscule, dans le sens que ce personnage-là, qui est supposé être un docteur réputé, qui au début semble être la victime, se transforme en un père terrible, très castrateur, un mari très castrateur, qui va d'ailleurs mener à une scène de viol conjugal, qui d'ailleurs est hyper intéressant, parce que les viols conjugaux, j'ai l'impression que c'est assez peu abordé au cinéma, alors que ça existe. Ça arrive, c'est même plus probable statistiquement que ça arrive que des viols dans une ruelle. Là, je veux dire. C'est vrai. Donc, le consentement, l'eau large là-dessus. Mais, puis même l'idée qu'il en avait parlé aussi de prendre Christian Bégin pour ce rôle-là, qui est vu davantage comme un animateur hyper sympathique, etc., qui arrive avec un rôle de monstre comme ça, capable de viol. Tout est là pour décevoir le spectateur, là, honnêtement. Là. Il y a sûrement des gens qui sont allés à cause de Christian Bégin parce qu'il l'aimait bien dans ses émissions, puis ils ont fait « Ah, qu'est-ce que je regarde là? » Ouais, non, ça contribue. Puis quand tu dis castrateur, il capote parce que son fils écoute du chant. Ben, c'est-tu lui qui chante le rap? Là? Je sais pas, même cette tune-là, il écoute la chanson, je pense que ça s'appelle Une bitch, c'est une bitch. À plein volume dans le salon sur l'iPod. Un bon 3 minutes. Tu sais qu'on riait quand on a vu ça au cinéma, là, ça a tellement pas rapport. C'est les paroles les plus vulgaires possibles, genre rassemblées en une toune avec Christian Bégin qui braille devant l'iPod un plan fixe. Musique blastée qui veut pas arrêter avec son fils qui est là. Puis la toune, elle a sûrement été créée pour le film, mais la production de la toune, ça, on dirait une vraie toune, là. C'est over the top vulgaire, mais quand même, là, ça c'est pas cheap, là. Puis c'est ça. Sa femme veut travailler à la bibliothèque, elle se sent emprisonnée. Tu sais, quand je te disais, chaque technique filmique a l'air d'être là pour créer un malaise. Une autre que je trouve, là, je sais pas si c'est moi qui pousse ça trop loin, mais peu importe, là, j'ai adoré ma propre lecture de tout ça, là, qui est tout le rang malaisé, mais on dirait qu'à un moment donné, l'espèce de folie du vin bouchonné, là, qui est hilarante aussi. Mais on dirait que c'est Christian Bégin qui prend le dessus sur son personnage. C'est comme si même le personnage réalise « Ah, je suis joué par Christian Bégin », puis Christian Bégin qui est connu pour Curieux Bégin, avec son vino, qui est hyper important, le bon vin pour lui. Puis là, il se dit « Je peux plus continuer de jouer, regarde, mon vin est bouchonné. » Tu sais, c'est comme s'il décrochait complètement. Il est plus capable de faire la scène pendant tout à cause de ce hostie de vin bouchonné-là. Puis là, qui dit... sa femme a dit, laisse faire, on a plein de... Non, j'ai rien qui fit avec ce qu'on va manger à soir. Et là, c'est là qu'il s'en va cogner chez son voisin, mais il court dehors, on dirait du surplace. Pendant ce temps-là, il capote Puis là, finalement, quand il réussit à se rendre, on entend la voix de Robert Morin hors champ qui vient en aide à son personnage, là, tu sais, Puis quand il revient à la table, il est super désagréable, crée un grand froid à la fin de la scène. On dirait qu'on saisit pas non plus à quel moment il dérape. C'est vraiment fluide, autant dans les techniques que dans la narration, dans le récit. La transformation est vraiment subtile, mais à un moment donné, elle est en crescendo parce que là, vers la fin, tout nous indique que le mal est là, que le danger est là, avec tous les ombrages d'un plan magnifique de lui qui regarde la fenêtre ou je sais pas trop, puis là, son visage, on voit juste les yeux. Qui mène jusqu'à la folie du problème d'infiltration. Oui. Et pour la première fois, si je me trompe pas,
dans le cinéma de Morin, du moins dans la fiction, quand je dis qu'il prend conscience de toutes les techniques filmiques, le personnage, ben, il prend aussi conscience de la caméra, finit avec le regard caméra et pour la première fois, parle au spectateur. C'est vrai. Directement là, au spectateur en disant « Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Tu t'en vas où? Tu penses que tu t'en vas nulle part parce que c'est pas fini ou parce que c'est fini? » Je m'en souviens pas d'un des deux. Mais je suis comme « OK, mais c'est clairement à nous qui parle en ce moment-là. » Fin du film, caméra qui recule et là, de façon encore hyper fluide, recule la porte qui s'ouvre et se ferme toute seule de la maison. Comme un grand château. Là, qui est en train de brûler au loin. Mais je pense que c'est littéralement c'est direct après ça. Ce plan-là. Là. Puis, c'est vraiment tout le dispositif filmique qui est mis à nu puis mis à mal. Là. Moi, c'est comme s'il prenait conscience de tout ça, même du spectateur qui est là. Parce qu'il avait autant parlé souvent à quelqu'un derrière la caméra, tu sais, mettons, qui filme. Mais c'est vrai, jamais au spectateur. En tout cas, là, c'est flagrant. Puis, fin du générique, Robert Morin dit « Même pas peur ». C'est bien bon, ça. J'ai goût de tout réécouter juste pour ça. Ah non, j'ai adoré ce film-là. Incroyable. Là, on a tout fait. On peut parler un peu de ce qui nous attend, paraît-il, hein, qu'on a entendu dans la balado de Fred Savard. On aura droit éventuellement à 2 films de nature. Oui, ben... Tu sais, ce qui est intéressant, avant de juste parler de ça, c'est mon pont à ça. Tu sais, si Robert Morin, c'était même un cinéma unique qui a refusé les conventions tout le temps, qui a tout le temps cherché à repousser le langage cinématographique, parce qu'il dit, depuis le début du cinéma, on est pogné des mêmes codes, tu sais, chant contre chant, blablabla, on raconte une histoire tout le temps de la même façon. Morin, c'est un des seuls que je connais qui cherche autant à le déconstruire de film en film. Tu sais, il disait, le cinéma, est-ce qu'il est arrivé à sa limite? Tu sais, il disait, ça va-tu être après ça la réalité virtuelle qui va trouver une façon de le réinventer, etc. Parce qu'il disait, même Marvel pourrait trouver une façon de le réinventer, tu sais, en faisant... Ils ont les moyens, surtout. Ouais, c'est ça, exact. Bref, peu importe. Fait que ces 2 prochains films qu'il disait, ça va être des films de nature, donc plus un retour à la peinture, j'imagine. Un suspense contemplatif où est-ce qu'il va filmer les paysages autour de chez lui. Il va voir comment le paysage change et peut impacter l'histoire. Bizarre. Peu ou pas de comédiens. Peu ou pas de comédiens ou pas de dialogue. En tout cas, et un autre où est-ce qu'il va filmer des cadavres d'animaux avec une espèce de cycle de la vie, de voir comment ils vont nourrir la vie autour dans un festin boréal. Wow. J'ai très curieux. Les deux, tu peux dire, OK, mais ça va être, tu sais, ça va pas être intéressant, là, tu sais, ça, mais comme étant Robert Morin, va être le premier au cinéma, mon gars. Tu sais, dans un des behind the scenes dans son coffret. D'ailleurs, ce serait peut-être le temps de le plugger. Si vous êtes intéressé par ce qu'on vient de vous jaser, la carrière de Robert Morin, allez voir ses films sur les différentes plateformes, mais sinon sur Vimeo, tapez juste Robert Morin, Coop Vidéo, vous allez avoir accès. Vous pouvez le louer pour 1 mois et vous avez 13 heures de vidéos, de courts-métrages et certains longs-métrages, dont parmi les meilleurs, Quiconque meurt à douleur, Yes Sir Madame. Ça vaut vraiment la peine. Et là-dedans, il y a des behind the scenes à quelques endroits. Puis à un moment donné, il se fait poser la question, je pense, dans un behind the scenes de Yes Sir Madame, hey, t'aimerais-tu ça être reconnu, faire un film d'1 million, à l'époque, c'est comme 6 millions aujourd'hui, mais faire un film d'1 million, puis être reconnu, puis il dit c'est sûr, tu sais, en même temps, c'est à quel prix, tu sais, c'est beaucoup de compromis, il va y avoir plein de monde, on va être 5-6 à décider d'être producteur, telle affaire, puis finalement, on fait un film qui plaît à personne parce qu'on est trop, telle affaire d'affaire. Puis tu sais, au final, il s'est écouté, mais il est quand même reconnu. T'sais, il a réussi à atteindre cette reconnaissance, comme on l'a dit en début d'émission, plus nichée, là, de spécialistes, de fans, de gens du milieu, moins que le public en général, mais tout de même, il a laissé un leg incroyable au cinéma avec sa propre méthode, puis chapeau. Là, vraiment. Exact, il a gagné des prix, puis il inspire plein de cinéastes, donc peut-être toi. Peut-être un jour.